Bon. Donc, je vous l'ai dit, bonsoir à toutes et tous. On vous propose de commencer cette rencontre, discussion autour des 100 ans de la Révolution russe, et plus précisément autour du livre écrit par Olivier Besancenot, Que faire de 1917. Je voudrais au préalable dire quelques mots sur les raisons pour lesquelles nous, militants et militantes du LPA 20e, on a décidé d'organiser cette rencontre en fait. On pourrait partir pour ça de choses d'ailleurs qui sont écrites dans le livre, que je vous recommande vivement. À savoir que la première chose, c'est que cette expérience de 1917, c'est un épisode de la longue épopée humaine dans la recherche de l'émancipation collective. Et de ce point de vue-là, ce que donne à voir par exemple l'expérience des soviets, ces millions de travailleurs et de paysans qui sont organisés collectivement pour changer la situation en Russie, c'est une expérience en partie, et là j'ai l'impression que le son est de nouveau coupé, non, c'est bon, excusez-moi, que cette expérience donc, des soviets, comme reprend Olivier dans son livre, l'écrit Andrés Nin, un révolutionnaire espagnol en 1936, est largement une expérience universalisable. Donc là je cite en fait ce que disait Andrés Nin en 1932. Le terme russe de soviet signifie simplement conseil ou comité. Le sens de ce terme est pourtant couramment ignoré, bien que la révolution russe l'ait définitivement incorporé au vocabulaire de tous les pays. Le terme n'a donc rien de mystérieux, et le soviet n'est pas une création proprement spécifique de l'âme slave, comme le prétendent ceux qui veulent faire de la révolution d'octobre un phénomène spécifiquement russe, mais une forme d'organisation et de combat que la classe ouvrière russe et le prolétariat de tous les pays se sont appropriés. Donc ça, c'est sans doute la première chose. Mais du coup, pour revenir sur les raisons pour lesquelles nous, militants et militantes du NPA, on a eu envie d'organiser cette réunion, c'est vrai qu'au niveau de notre parti, il y a vraiment cette idée de faire un code génétique, cette question de la lutte pour l'émancipation collective. Et que ce code génétique, même si on n'a pas toutes les réponses toutes faites sur la manière de s'y prendre et de faire vivre cette épopée humaine, en tout cas, elle a des répercussions dans notre militantisme au quotidien. Et c'est les raisons pour lesquelles on a décidé, notamment dans notre quartier, de s'investir sur différentes luttes, de soutenir différentes initiatives, de s'impliquer dans différents collectifs. Et donc pour prendre uniquement quelques exemples, je vais partir par exemple du fait qu'aujourd'hui, on est en permanence attaqué dans nos conditions de travail, exploité, précarisé, on marchandise l'intégralité de nos vies, on nous fait croire que l'austérité c'est en fait quelque chose qui est un fait inéluctable. Et pour autant, ce qu'on a constaté depuis qu'on milite dans ce quartier, c'est que les salariés de Thonon sont mis régulièrement en grève pour défendre justement ce qui est une forme de solidarité collective, à savoir les services publics. Et donc on y a apporté, nous, la solidarité qu'on pouvait apporter. On essaye de faire en sorte que les salariés de la grande distribution, et la grande distribution est bien implantée dans notre arrondissement, s'organisent collectivement pour défendre leurs droits. On est aussi impliqué dans un collectif qui s'appelait Collectif contre un accord libéral, TAFTA, qui est devenu largement un collectif contre l'austérité. Et c'est évidemment pour les raisons pour lesquelles on sera présent demain à la journée de grève et à la manifestation contre les ordonnances Macron, contre ce projet de loi XXL qu'on nous prépare là. Et au passage, je donne ce rendez-vous. La manifestation, elle partira à 14h de la place de la République, mais on a donc un rendez-vous commun sur le quartier pour celles et ceux qui sont disponibles et qui veulent partir ensemble à cette manifestation, qui est à 13h, place Henri Krasuki, pas loin d'ici, excusez-moi. Demain, 13h. Pour donner un autre exemple, c'est aussi quand on voit justement l'évolution de la société et la façon dont elle essaye de faire de la condition des femmes un retour en arrière sans commune mesure avec ce qu'on a pu vivre depuis plusieurs années. C'est la raison pour laquelle des militants et des militantes, surtout d'ailleurs, se sont impliqués dans le collectif contre la suppression du centre IVG de Thonon et aujourd'hui participent aux assemblées MeToo contre les violences, les agressions sexuelles et les viols. Et puis enfin, c'est la raison, pour donner un dernier exemple, pour laquelle quand on voit l'arme de destruction massive qu'utilise la classe dirigeante aujourd'hui, cette arme de destruction massive, c'est le racisme, ça nous a paru extrêmement important dans le quartier de participer à la construction et de prendre des initiatives antiracistes en s'impliquant à la fois dans un collectif qui existe dans votre arrondissement, qui est donc le collectif de lutte contre l'islamophobie, mais aussi en participant à initier un collectif de solidarité avec toutes et tous les migrants, qui a permis aussi que les sans-papiers s'organisent dans notre arrondissement autour d'un collectif de sans-papiers. Et puis enfin, en essayant de prendre des initiatives dans le quartier contre le développement de l'extrême droite et la présence du Front National,
Voilà, et c'est aussi toutes ces tentatives-là qu'on a essayé de mettre en place, qui vont se traduire par des campagnes importantes dans les mois qui viennent, notamment contre le projet de loi anti-migrants que nous prépare Macron, donc avec des initiatives à la fois le 16 décembre, où ce qui se profile, c'est d'aller manifester à la frontière franco-italienne pour revendiquer l'ouverture de cette frontière qui tue par milliers, et puis la campagne qui avait déjà été menée l'an dernier, d'une manifestation internationale le 17 mars cette année, contre le racisme, contre l'extrême droite, pour la solidarité avec tous les migrants. Donc voilà un petit peu tous ces exemples que je veux donner, mais la raison pour laquelle je le donne, c'est un peu justement pour faire le lien avec les raisons qui nous ont amenés à parler de cette expérience de la révolution russe. C'est que, encore une fois, même si on n'a pas toutes les réponses, c'est une obsession pour nous d'essayer de faire valoir justement ce que pourrait être une expérience collective d'émancipation. Et donc là, à chaque fois qu'on essaie d'intervenir dans ces cadres collectifs ou de prendre des initiatives, on le fait avec une préoccupation permanente qui se décline autour de trois axes, je dirais. Le premier, c'est d'essayer de favoriser l'implication de toutes et tous, et la plus large possible. Et franchement, dans un arrondissement comme le nôtre, de 200 000 habitants, bah, ça veut dire que oui, nous, on cherche à ce que des dizaines de milliers de personnes s'organisent, donc je ne saurais que trop vous inviter, voilà, à vous investir un peu dans toutes les initiatives dont je viens de parler. La deuxième chose qui est pour nous aussi une obsession, c'est d'essayer de faire valoir justement toutes les formes de solidarité collective, c'est-à-dire au-delà d'un front de lutte particulier, comment on fait en sorte que tous ensemble, on résiste. Et de ce point de vue-là, j'ai pas encore parlé d'une expérience assez intéressante aussi qui se passe ici, qui est celle des assemblées de quartier, qui est en fait une répercussion immédiate du mouvement contre la loi travail et son monde, qui s'était traduit par le mouvement Nuit debout, qui a essaimé en fait dans notre quartier à travers différentes assemblées de quartier, et qui a le grand mérite justement d'essayer de rassembler les salariés et les habitants du quartier, au-delà justement de son expérience spécifique, de sa condition particulière ou du front dans lequel il est investi, mais d'essayer de fédérer et faire converger justement toutes les initiatives. Et la troisième chose qui pour nous est une préoccupation très très importante, c'est de favoriser en permanence ce qu'on appelle nous l'auto-organisation, c'est-à-dire de se donner les moyens que ces cadres collectifs soient à la fois un lieu d'élaboration collective, de décision collective et de mise en œuvre collective de nos résistances, qui combattent justement un peu tous les mécanismes institutionnels, mais malheureusement pas que, qui consistent justement à nous faire croire que nous ne détiendrions pas la solution, que finalement il n'y a pas moyen de peser collectivement sur les choses, soit par la répression, soit justement en autoproclamant des personnes qui seraient représentants de nos luttes, de nos résistances, voire de la gestion de la société dans son ensemble. Voilà, alors je vais pas en parler encore très longtemps, mais encore une fois sur cette question de pourquoi l'expérience de la révolution russe, pour terminer avec ça, il y a quand même une fâcheuse tendance qui vient souvent de l'extérieur de nos résistances et de nos luttes, qui consiste à simplement estimer ces luttes-là à la lumière des résultats qu'elles auraient ou pas obtenus. Et je pense que cette fâcheuse tendance, y compris, met énormément de pression sur les militantes et les militants, les personnes qui essayent de résister face au rouleau compresseur aujourd'hui de la société actuelle, et qui sous-estiment largement en fait ce que constitue cette expérience collective de résistance, qu'elle constitue en termes de reprise de confiance collective, ce qu'elle constitue en termes de dignité, de réactiver les mécanismes de solidarité et à travers ça, en fait, justement poser un peu de façon embryonnaire, voire des jalons quand c'est à grande échelle, d'une future société possible. Et je pense que ça, c'est déjà un des premiers éléments qui figure dans l'expérience de la révolution russe. Mais le deuxième, et c'est aussi pour ça qu'on voulait prendre le temps de cette discussion ce soir, c'est qu'effectivement, quel que soit le front sur lequel on est investi les unes et les autres, on se retrouve en permanence confronté à cette question de comment faire en sorte de changer radicalement les bases économiques et les bases politiques de la société actuelle. Et c'est pour ça que c'est important qu'on se retrouve, qu'on prenne ces moments de justement envisager les processus de nos résistances, envisager les questions stratégiques qui s'y posent à la lumière de cette expérience-là. Parce que ce que dit Olivier dans son livre, dès l'introduction, c'est justement cette idée de un peu un parti pris, c'est-à-dire que la révolution russe occupe une place particulière dans cette fameuse épopée humaine, qu'elle est à la fois la séquence la plus aboutie en termes d'autogestion, mais aussi la plus tragique du point de vue de sa trahison. Et du coup, juste pour le citer, même s'il est à mes côtés, ce qu'il explique dans l'introduction, c'est que sa contribution n'a pas d'autre prétention que de proposer un point de vue et d'opposer une plaidoirie assumée qui veut tendre le cou aux deux contre-vérités récurrentes consacrées à 1917,
La première, c'est que la révolution d'octobre n'est pas un coup d'État, mais bien une révolution. La deuxième, c'est que la révolution ne fut pas coupable, mais victime de la contre-révolution bureaucratique qui allait la terrasser dans les années 1920. Voilà, et j'espère que du coup, ça rend un peu plus concret les raisons aussi pour lesquelles on avait envie d'organiser cette rencontre toutes et tous ensemble. Je termine juste avec une petite information, mais qui n'en est pas une, c'est peut-être pour clôturer moi ce que je voulais dire, sur cette fameuse articulation entre nos actions collectives et la nécessité d'élaborer politiquement autour de ça. Vous trouverez donc au fond de la salle un stand, une librairie en fait, avec des livres tenus par notre libraire préféré, sur lequel vous aurez l'occasion donc de voir à la fois le livre d'Olivier, d'autres livres sur cette question de la révolution russe, mais aussi des livres sur d'autres sujets dont je viens de parler, que ce soit l'écologie, le féminisme, l'antiracisme, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, parce que l'élaboration politique c'est aussi une arme. Mais vous trouverez aussi sur cette table en bonne place une feuille de contact, voilà, si vous voulez agir dans le quartier, mais aussi vous organiser dans cet objectif, ce souci permanent de la transformation révolutionnaire de la société. Voilà, donc je laisse la parole à Olivier. À toutes. Alors, l'actualité de la révolution russe, c'est évidemment de chercher à la conjuguer un maximum au présent. Donc, pourquoi parler de la révolution russe? Parce qu'aujourd'hui, il faut plus que jamais une bonne vieille révolution. Et non seulement il en faut une, là moi je sors tout droit du travail et je peux vous dire que l'urgence sociale dans le quartier où je travaille est terrible. On est en plein Paris, il y a des gens qui crèvent la dalle, qui survivent. Et rien que pour ça, c'est déjà un bon motif de vouloir faire cette fameuse révolution. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que cette révolution, il faut se donner un maximum de garanties pour qu'elle aboutisse, qu'elle ne soit pas une nouvelle fois trahie et qu'elle tienne ses promesses et ses engagements, c'est-à-dire qu'elle parvienne à changer la société, puisque pour nous, la révolution n'est pas une fin en soi, mais c'est simplement le moyen de construire autre chose et se débarrasser de cette société dont on ne veut plus. Alors sur le centenaire de la révolution russe, vous verrez que bon, c'est pas le grand événement, hein. C'est-à-dire que du côté de la classe dominante, des gens bien pensants, de ce qui est, ils n'avaient pas forcément de temps à perdre, à lire ce qui est écrit, à regarder les reportages à la télévision, mais globalement, d'abord c'est un non-événement, du point de vue de l'oligarchie. Voire c'est un objectif assumé, c'est-à-dire faire en sorte que ça n'a pas vraiment existé. Vous savez, c'est comme dans Men in Black, pour ceux qui ont pu voir, c'est le stylo à effacer la mémoire. On vous met ça, voilà, il n'y a pas 1917, ça n'a pas existé. Ça, c'est quand même globalement la première offensive contre la révolution russe. Ensuite, quand elle est traitée, la révolution russe, elle est évidemment maltraitée. Elle est maltraitée avec un grand paradoxe, c'est-à-dire que pour ceux qui osent encore en parler, on a tous bien compris que c'était has-been, que c'était noir et blanc. D'ailleurs, il y a un reportage, pour ceux qui ont vu, qu'on recolorait des images d'archives et ça fait super bizarre parce que tout à coup on se dit tiens, il nous ressemble vachement en fait. Donc ça fait super étrange. Mais dans nos têtes, 1917, c'est forcément dépassé, c'est déjà mort et enterré. Et le paradoxe, c'est que pour des gens qui n'arrêtent pas de nous expliquer que c'est une expérience mort et enterrée, il y a quand même un acharnement qui n'est pas franchement thérapeutique à l'enterrer encore un peu plus profond sous terre si c'était possible. Donc c'est quand même paradoxal de se dire finalement c'est mort, mais il faut tuer un peu plus encore la révolution russe. Et on assiste à ça en fait, une offensive idéologique qui consiste à tuer une nouvelle fois, 100 ans après 1917. Je dis une nouvelle fois parce que malheureusement, la révolution de 1917 a été tuée une première fois en Russie, elle-même, au cours des années 20, par une contre-révolution bureaucratique, un corps qui s'est séparé de la révolution, qui a étouffé le processus révolutionnaire, qui l'a statifié, qui l'a momifié et qui l'a envoyé tout droit dans un mausolée. Ça, le premier coupable de cette mort-là, c'est la bureaucratie totalitaire. La deuxième mort idéologique dont je parle de la révolution russe, cette fois-ci, le coupable, c'est la classe capitaliste. C'est une opération idéologique qui a démarré il y a à peu près une vingtaine d'années pour discréditer tout ce qui touche de près ou de loin à ce qui s'est passé en 1917 à Petrograd. Alors il y a les versions évidemment hard, franchement un peu mal dégrossies, de ceux qui veulent tout mélanger, il n'y a plus de point de repère. Alors là-dedans, il y a tout ce que vous pouvez lire vite fait, hein. Lénine le dictateur, vous verrez, ça ressort très rapidement. Le mal du siècle dernier, c'est-à-dire la révolution bolchevique. Vous avez un journal auquel je n'aime pas trop faire de publicité, mais pour vous donner un indice, on va dire un hebdomadaire qui s'appelle Valeurs du passé, vous voyez, pour essayer de situer un petit peu, qui il y a quelques mois a fait une grande une avec des grands placards, 3 sur 2, pour nous expliquer, je cite, pourquoi la France, d'aujourd'hui, hein, pourquoi la France est un pays communiste. Vous voyez, on traite d'anachronique, il y a des gens qui en 2017 se posent la question de savoir pourquoi la France d'aujourd'hui est un pays communiste. Une qui avait directement inspiré le responsable du MEDEF, M. Gattaz, qui évidemment n'en manque pas une quand il s'agit de faire une bonne vieille blagounette, et qui un matin où il avait avalé un clown, en arrivant en Chine, a dit « J'arrive tout droit du dernier pays communiste au monde,
en arrivant en Chine, c'est-à-dire la France. Alors ça, évidemment, c'est des offensives un peu mal dégrossies, on les connaît, c'est pas les plus efficaces. Il y a une manière plus pernicieuse de chercher à tuer idéologiquement une seconde fois la révolution russe. C'est de faire le procès de l'idée qui tue, le procès en hérédité. Et c'est à ça qu'on assiste. C'est l'idée selon laquelle, en gros, le vrai problème du totalitarisme et du bureaucratisme, ce ne serait pas ce qui s'est passé pendant des décennies et des décennies en Union soviétique, c'est plus exactement le projet politique lui-même, le projet génétique du système communiste lui-même. Ça, c'est une offensive qui a été portée notamment il y a 20 ans, à l'occasion du 80e anniversaire, avec l'apparition d'un livre qui avait fait grand bruit à l'époque, c'était Le Livre Noir du communisme, préfacé par Stéphane Courtois, où on nous expliquait, vite fait, bien fait, qu'en gros, il y avait du Lénine en Staline, il y avait du Marx en Lénine, donc il y avait du Staline en Marx. C'est cette fameuse équation politique, mais qui est rabâchée systématiquement, avec des discussions sémantiques entre eux, pour savoir, entre Geoffrin, dans Libération, que vous connaissez, ouverte, qui avait participé à l'écriture de ce livre, qui, je cite, du mensonge, de la terreur ou du crime, est le plus consubstantiel au projet communiste lui-même. On a un historien, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle M. Volton, qui a dit, plus exactement, qui a écrit, parce qu'il a même pris le temps de l'écrire, la chose suivante: le communisme a abêti les gens. Je pense que c'est un système d'éradication culturelle. Je persiste même à dire que le ver était dans le fruit de l'idéologie elle-même. Et écoutez bien, la phrase du manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels, qui dit « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte de classe », est une phrase criminelle. Car même si on ne peut pas directement impliquer leurs auteurs, ce serait quand même compliqué de le faire, c'est quand même au nom de cette lutte qu'on a tué des millions de personnes. Et donc là, vous voyez, c'est extraordinaire parce que, en gros, qui parle de lutte de classe en arrive directement au stalinisme. Et vous verrez même, dans le déplacement politique qui s'opère, je vous dis, vous avez d'autres choses à faire, mais si vous lisez par exemple le dossier du Figaro, vous verrez que c'est plus tant la fin de cette équation Marx, Lénine, Staline, Staline, c'est plus la fin de cette équation qui les intéresse, que le début et le milieu de cette équation, c'est-à-dire Marx et Lénine. Et on en arrive à cette opération politique-là. Alors évidemment, le piège, ce serait simplement de profiter de ce centenaire pour répondre à cette offensive idéologique et discuter que du passé. Nous, on ne veut pas faire une défense passéiste de la révolution russe, parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'aller puiser des dogmes et des vérités dans les expériences du passé, c'est pas le genre de la maison, ça n'a aucun intérêt pour aujourd'hui. Le but du jeu, c'est de répondre à nos détracteurs, bien entendu, parce qu'il y a une bataille politique qui est menée en tant que telle, il y a une bataille de mémoire à mener en tant que telle face à eux, parce que eux, cette bataille de mémoire, à leur manière, ils la mènent, mais il faut donc chercher à conjuguer un maximum cette expérience révolutionnaire à rediscuter au présent. Alors comment chercher à en discuter? Alors j'ai essayé de le faire en effet humblement dans cet ouvrage, sans mimer d'ailleurs une quelconque forme d'objectivité, je préfère le dire, hein. Vous savez, c'est la blague de Desproges qui disait « c'est en cela qu'on reconnaît les communistes ». Les communistes, ils sont tous fous, possédés par le diable, ils mangent leurs enfants, mais en prime de tout, ils manquent cruellement d'objectivité. Et c'est d'abord à cela qu'on les reconnaît. Donc j'assume ce manque d'objectivité, ce côté communiste des choses. J'ai fait quelque chose de subjectif, c'est-à-dire un essai, pour défendre un héritage et une mémoire, et l'alimenter d'une espèce de saison, d'une série en 5 saisons, où j'ai essayé de trouver et d'accentuer, de préciser des moments et des personnages singuliers de la révolution russe elle-même, à la fois en février, en octobre, au congrès de Bakou en 1920, autour de personnages tout à fait intéressants pour donner à voir de ce que pouvait être le souffle de cette révolution, à travers un personnage qui s'appelle par exemple Pierre Pascal. Alors Pierre Pascal, je l'ai pris parce que c'est un Français, soldat du contingent lambda, qui est présent dans la délégation militaire française qui, depuis 1916, lutte aux côtés de la Russie contre l'Allemagne, et qui, je dirais, n'a rien en lui qui le prédestine à l'épopée bolchevique. C'est quelqu'un de bonne famille, c'est un catholique pratiquant, et fin 1918, il refuse l'ordre de l'état-major de l'armée française qui lui intime de rentrer en France, parce que vous le savez, l'armée française à ce moment-là s'apprête, avec 200 000 autres soldats d'une coalition internationale, à mener la guerre mondiale à la révolution russe. Il refuse de le faire, et il va donc participer à l'internationale communiste jusqu'en 1930, sans rien renier de sa croyance politique et sa croyance religieuse, puisqu'il va rester croyant jusqu'au bout, en disant dès 1917, pour vous donner un aperçu, que Lénine, d'un certain point de vue, est de l'âme de l'Église. J'ai parlé aussi d'une lettre testament de Victor Serge en 1933 qui symbolise un peu la contre-révolution, qui est une lettre à lire ou à relire pour ceux qui la connaissent. Bref, j'ai essayé de m'intéresser un peu à l'aspect particulier individuel qui pouvait percuter par un événement historique comme celui-ci. Donc comment essayer de conjuguer la révolution russe au présent? De deux manières.
c'est d'essayer de traiter de l'actualité de la révolution et de l'actualité de la contre-révolution qui va avec. Et c'est ça qui en effet rend fascinant, même 100 ans après la révolution russe, c'est qu'elle est, je dirais, l'exemple même de ce qu'il faut faire dans une révolution et en même temps l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans une révolution. Et c'est ça qui la rend encore fascinante. Elle est l'exemple même de ce qu'il faut faire parce que dans l'échelle du temps et de l'espace, et d'ailleurs c'est vrai encore depuis, c'est une expérience inégalée d'auto-organisation et d'autogestion. Ce n'est pas simplement des centaines de milliers de personnes, ce sont des millions de personnes qui se sont organisées d'elles-mêmes dans des garnisons, dans des villes, dans des campagnes, en effet, parce que c'est ça simplement que ça veut dire le mot soviet, dans des conseils pour participer finalement à la discussion de leur propre destin. Donc c'est l'exemple même. Et en même temps c'est le contre-exemple parce que c'est malheureusement le cas d'école de la révolution qui termine mal, le cas d'école de la révolution trahie. Alors l'actualité de la révolution, bon, je le détaille dans le livre, et puis il y a beaucoup d'autres ouvrages, beaucoup de littérature, beaucoup plus convaincante encore. Il y a par exemple un excellent livre que je vous conseille de David Mandel, un Canadien, c'était son sujet de thèse, qui doit être présent je pense sur la table de presse, et qui a fait un travail d'archives pour compiler finalement cette multitude de conseils qui existaient à Petrograd en 1917, parce que nous dans l'histoire on retient souvent le soviet des députés de Petrograd, hein, c'est ce qu'on retient du cinéma, de la littérature, mais il y avait en réalité des centaines et des milliers de conseils. Donc si les mots ont un sens, s'il y a bien un lieu dans le monde et une année dans l'histoire qui symbolise ce qu'est un processus révolutionnaire dans sa complexité, c'est bien 1917 en Russie. Février et octobre inclus. Et j'insiste pour dire les deux à la fois. Parce qu'on m'a dit, mais non Olivier, t'es parano, regarde dans les livres d'histoire, maintenant c'est un fait acquis que 1917 est une révolution, c'est pas tout à fait vrai. Dans les manuels d'histoire, on vous explique qu'en gros, bon an mal an, ça débute plutôt bien, c'est une vraie révolution, parce que c'est vrai qu'il y en a ras-le-bol du tsarisme, de la famine et de la guerre, ça c'est février, et puis ensuite il y a octobre. Et alors octobre c'est autre chose. Octobre c'est les bolcheviks qui s'en mêlent, c'est le coup d'État et c'est le début du totalitarisme. Or, c'est absolument faux de comprendre les choses de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus révolution que 1917, avant, pendant et après. Avant même 1917, parce qu'on ne peut pas comprendre la révolution de 1917 si on ne comprend pas que c'est d'abord un dénouement d'une crise politique et économique qui était là et qui devait trouver un aboutissement à cause de la guerre, à cause du délitement de l'État. Pendant la révolution russe de 1917, parce que précisément il y a une dualité de pouvoir, mais qui vient du bas. Alors Marc Ferraud, que certains me reprochent d'un peu trop citer, il a quand même une belle formule pour synthétiser cette fameuse dualité de pouvoir qu'on connaît tous maintenant, entre d'un côté le gouvernement Kerensky modéré qui n'a pas tenu les engagements de la révolution de février, et de l'autre les soviets. Et la formule pour symboliser cette dynamique de la dualité de pouvoir de Marc Ferraud, c'est de dire que on a d'un côté un gouvernement, Kerensky, privé d'État, parce que l'État est toujours en décomposition, et ça c'est vrai depuis des années, et face à lui, on a un nouvel État en formation dès février, un État soviétique, constitué par cette constellation de soviets dont je parlais, mais qui n'a pas encore de gouvernement. Et cette solution gouvernementale, elle va trouver sa réponse précisément en octobre, c'est-à-dire à l'occasion du second congrès soviétique qui va se tenir. Donc c'est intéressant de comprendre ça, parce que de ce point de vue-là, octobre est donc la révolution qui va répondre aux questions politiques ouvertes par le processus révolutionnaire de février, et va immédiatement ouvrir un nouveau processus révolutionnaire. C'est ça la complexité d'un processus révolutionnaire. Et puis c'est vrai pendant, parce que ça c'est un peu effacé des manuels d'histoire, mais c'est un processus qui a changé concrètement la vie quotidienne de millions de personnes, dans des circonstances accablantes pour les droits des femmes, dans le domaine de l'éducation, en termes autogestionnaires, avec une participation sur le contenu pédagogique des enseignants, des élèves, dès l'âge de 12 ans, des habitants des quartiers, et pas pour enseigner le marxisme, mais pour essayer d'avoir une éducation critique. Et puis il y a évidemment le souffle. On ne peut pas comprendre le souffle et l'embrasement qu'a suscité 1917 si on pense qu'il n'y a pas eu de révolution en octobre. Un Pierre Pascal qui va tout de suite participer à la révolution, le congrès de Bakou en 1920, qui est quand même le premier acte politique dans l'histoire du capitalisme et du mouvement ouvrier, qui a un déplacement du centre de gravité politique, qui pour la première fois n'est plus simplement autour de la vieille Europe. C'est les peuples colonisés qui pour la première fois ont la parole. Et je cite notamment un personnage qui prend la parole, qui est une femme au congrès de Bakou, qui est une féministe colonisée et qui va parler de féminisme et de colonisation dans le cadre du congrès de Bakou. On ne peut pas comprendre la révolution allemande, on ne peut pas comprendre la Hongrie, on ne peut pas comprendre ce processus-là si on pense qu'il n'y a pas eu de révolution. Évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a pas plus révolution que 1917, et là c'est la formule pour le coup
je vais faire un peu orthodoxe, tout à fait convaincante de Trotsky, parce qu'il qualifie la révolution russe, mais au-delà de ce que peut être n'importe quel processus révolutionnaire par cette formule, une révolution, c'est l'irruption de millions de personnes sur la scène où se dessinent leur propre destin. Et 1917, c'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi 100 ans après, alors que la révolution russe, c'est mort et enterré, ça n'intéresse plus personne, on s'entête du point de vue de l'oligarchie à nous faire croire, à nous bien faire nous comprendre que le peuple, les exploités, les opprimés, le prolétariat, vous l'appelez comme vous voulez, à bien nous faire comprendre que ce sujet social-là a été extérieur à ce qui s'est passé en février, en octobre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'imagine que c'est le fait d'un processus qui vient du bas. Et la révolution russe, jusqu'à présent, elle a été souvent traitée comme ça, et c'est un point commun d'ailleurs entre l'historiographie officielle de l'Est comme de l'Ouest. La révolution, c'était d'abord l'affaire de grande date, toujours vue d'en haut. Ce qui est intéressant, c'est de la comprendre vue d'en bas. Et c'est ça que supporte pas l'oligarchie. Et évidemment, j'ai ma petite explication. Pourquoi l'oligarchie, 100 ans après, malgré cet aspect de mode complètement dépassé, s'entête à nous faire comprendre ça? D'abord parce que finalement, peut-être que dans les consciences, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que vont bien nous faire croire. C'est-à-dire sur le fait qu'en gros, on aurait soit tout oublié, soit on rejetterait tout en bloc. Parce que même dans l'Union soviétique des dernières années, il y avait plus de nuances que ce qu'on veut bien nous dire. Et tout se résumait pas aux images qu'on a connues, qui ont en effet existé, de ces manifestants qui ont été déboulonnés les statues de Lénine, qui lui ont parfois craché au visage. Il y avait un fil invisible qui continuait à relier les masses populaires à l'élément fondateur et qui ne faisait pas un élément de continuité entre cette révolution et ce qui s'est passé par la suite, qui s'est traduit de 10 000 manières, y compris par des plaisanteries qui existaient dans les rues de Moscou, par exemple, les dernières années de l'Union soviétique. Une, en l'occurrence, qui touche Brejnev. Donc ce qui se disait visiblement en Union soviétique sur Brejnev comme petite blagounette, c'est Brejnev qui prend ses fonctions, il vient d'être élu, il arrive au Kremlin, et il emmène immédiatement sa mère au Kremlin. Et il dit, tu vois maman, regarde ces véhicules, ces 3 chauffeurs, ils sont pour toi. Et la mère de Brejnev, elle reste impassible. Il l'emmène immédiatement au Kremlin, il l'emmène dans un grand salon, il y a de la vaisselle dorée, il lui montre, il fait, maman, tu vois, tout ça c'était au tsar, maintenant c'est à nous. La mère, toujours pas de réaction. Alors un peu vexé, il l'emmène dans sa chambre, magnifique, toujours pas de réaction. Là, franchement vexé, il emmène sa mère illico en hélicoptère, et il lui dit, je t'emmène dans ta datcha. Il survole, il lui dit, tu vois cette villa autour de la mer Noire, elle est pour toi maman. La mère, toujours pas de réaction. Alors là, il pète un câble, il dit, mais maman, je comprends pas, depuis tout petit, tu me dis qu'il faut s'en sortir, qu'il faut réussir, regarde tout ce qu'on a. Et sa mère le regarde en disant, ouais, regarde tout ce qu'on a, mais imagine que les bolcheviks reviennent vraiment au pouvoir. Qu'est-ce qui va nous rester? Ça, c'était une blague qui existait même dans les milieux populaires, qui nous fait dire que finalement, pour reprendre une expression que Daniel Ben Saïd aimait bien utiliser, même 100 ans après, la révolution russe de 1917, parce qu'elle a en effet enflammé un siècle, elle reste enfouie quelque part dans les nappes phréatiques de la mémoire collective. Et ce fil invisible qui relie les exploités à cet événement-là, elle reste insupportable pour l'oligarchie. La deuxième raison qui fait que l'oligarchie s'entête à nous faire comprendre que ce n'est pas un processus révolutionnaire, populaire en tant que tel, c'est que pour l'oligarchie, la politique est une affaire sérieuse. Hier comme aujourd'hui, que la politique est une affaire tellement sérieuse qu'elle est l'affaire de grands hommes, et sûrement pas de millions de mains anonymes. On ne peut pas voir les choses comme ça. Et ce qui est tout à fait troublant, c'est que cette vision de la politique ne concerne pas que l'oligarchie aujourd'hui. Donc une des conclusions qu'on peut peut-être tirer de la révolution russe, y compris pour le mouvement ouvrier, pour la gauche radicale, voire très à gauche, c'est qu'en fait, pour écrire l'histoire, on n'a pas forcément tant besoin de grands hommes et de grands leaders que de confiance collective pour que des millions de mains anonymes changent et écrivent l'histoire. Et ça, c'est une idée insupportable et subversive, même 100 ans après. Et qui est liée au deuxième élément d'actualité, c'est-à-dire l'actualité de la contre-révolution. Pourquoi? Parce que si, du côté de l'oligarchie, on nous explique et on arrive à nous convaincre, par exemple, que le peuple est étranger à ce qui s'est passé en février et en octobre, de quoi voulez-vous par la suite que le peuple ait été dépossédé? Si vous pensez que le peuple est pour rien dans ce qui s'est passé en octobre, quel type de capture antidémocratique et bureaucratique voulez-vous que le peuple ait été victime par la suite, puisque depuis le début, on vous explique qu'il est pour rien dans ce processus-là? Et c'est, je dirais, c'est 2 en 1, c'est comme dans la publicité, c'est 2 fois gagnant pour l'oligarchie. C'est-à-dire qu'à la fois on nous prive de renouer avec un processus révolutionnaire, et en même temps, on nous prive 100 ans après de nous repencher sur un exemple classique et type,
qui nous permettrait de réfléchir aux faits et aux événements qui permettent à la bureaucratie de voir le jour. Et c'est ça qui est intéressant. 100 ans après, c'est d'essayer de comprendre comment justement un processus bureaucratique, on arrive à s'emparer d'un processus révolutionnaire. C'est-à-dire de nous permettre de comprendre et d'agir pour aujourd'hui. Alors comprendre comment il y a eu l'avènement bureaucratique en Russie, il paraît que c'est là aussi complètement old school ce que je vais vous dire, mais on l'assume. Évidemment qu'il faut réfléchir aux circonstances. Évidemment qu'on est obligé de parler du contexte. Alors dès qu'on dit ça, aujourd'hui, dire qu'on ne peut pas comprendre la contre-révolution totalitaire si on ne comprend pas le contexte de l'époque, on dit oh là là, comme d'habitude, vous cherchez des alibis. Vous cherchez des excuses. Non, on cherche à comprendre. Est-ce que c'est un crime de vouloir comprendre? Et comprendre, c'est comprendre en effet des circonstances terribles, inimaginables, qui sont en effet les circonstances de la guerre civile, avec un degré de violence, pour ceux qui vont relire ce qui s'est passé dans la Révolution, qui sont délirantes. Parce que le degré de violence en Russie, d'abord, il n'y avait pas besoin d'attendre les bolcheviks pour que ça se déploie, loin de là, notamment sous la Russie tsariste, que la violence de ceux qui se sont opposés à ces millions d'anonymes qu'ont fait la Révolution, qui était la terreur blanche, elle était absolument terrible, terrible. En janvier, quand la terreur blanche va massacrer la révolution voisine et cousine de la révolution finlandaise, c'est une terreur blanche qui tue des dizaines de milliers de personnes, qu'on en voit autant dans les camps de concentration, qui va réaliser le pire pogrom anti-juif de l'histoire. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour en connaître du même équivalent. C'est cette violence-là. Et le pire de tout, c'est qu'évidemment les bolcheviks n'étaient même pas préparés à ça. Il y a un degré d'improvisation, mais qui se comprend complètement, d'un point de vue politique, militaire comme économique. Leur idée aux bolcheviks, comme tous les autres d'ailleurs, hein, libertaires, anarchistes, tout le mouvement ouvrier du monde à l'époque, c'était quoi? C'était la dernière expérience révolutionnaire en date, c'était la Commune de Paris. Ça avait duré 2 mois et ça n'avait pas tenu. Et tous avaient été biberonnés, formés politiquement à l'idée que cette fois-ci, il faudrait tenir. Il faudrait prendre la Banque de France, marcher sur Versailles. D'où la fameuse image, je ne sais pas s'il a inventé, romancé ou pas, J+1, je vais vous parler en termes postal, pardon, de Lénine, qui le jour +1 de la Commune de Paris va danser dans la neige parce qu'ils pensent qu'ils ont réussi à tenir. Donc comprendre ça, c'est dans cette guerre civile, c'est en comprendre qu'en effet, il y a des dizaines de milliers de cadres du parti bolchevique qui n'ont connu de la révolution russe comme seule expérience, l'expérience de la guerre civile. Et qui vont, en retournant dans la vie civile après cette guerre-là, garder et conserver évidemment toutes les pratiques qu'ils ont eues de la révolution. C'est-à-dire des pratiques violentes, militaires et hiérarchisées. Et quand on ajoute à ça le fait qu'il y a une nouvelle politique économique qui a en effet choyé un certain secteur de la population, on comprend mieux comment en effet un corps de dizaines de milliers de personnes peut se séparer de la révolution, former cette bureaucratie, cette armée apparatchik qui aura raison de la révolution. Donc comprendre, c'est important. Maintenant, pour mettre les pieds dans le plat, on pense, nous, que tout n'est pas affaire de circonstances. Et pour reprendre l'expression d'un universitaire qui s'appelle Smith, on n'est pas des circonstancialistes pour autant. Tout ne s'explique pas par les circonstances. Il y a des choix politiques à discuter, à rediscuter, qui ont permis, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, en conscience ou pas, de créer le terreau de cette rupture contre-révolutionnaire totalitaire. Et je parle bien de rupture, parce que pour nous, dans les années 20, il n'y a pas une continuité, mais une rupture. C'est-à-dire l'équivalent d'un thermidor stalinien, l'équivalent de ce qu'avait été en 1794 le thermidor pour la Révolution française, qui mettait fin aux espoirs égalitaires des sans-culottes, qui préparait l'avènement de Napoléon Bonaparte, et bien entendu qu'on a en droit d'établir un parallèle entre ce que représente Napoléon Bonaparte vis-à-vis de la Révolution française de 1789 et ce qu'a représenté l'empereur rouge Staline vis-à-vis de la Révolution de 1917. Il y a eu une rupture, mais il y a eu ces choix politiques à discuter, à redébattre. Et alors là, je dis mettre les pieds dans le plat. Pourquoi? Parce que visiblement, ça trouble, même dans nos rangs parfois, de discuter ce que Victor Serge a appelé le chapitre des erreurs. Mais quel est le problème? Pourquoi ça nous mettrait mal à l'aise de discuter du chapitre des erreurs? Comment on pourrait être en deçà de ce que les révolutionnaires de l'époque discutaient, débattaient en temps et en heure? Parce que les révolutionnaires de l'époque discutaient à l'époque en temps et en heure de ces options et parfois s'engueulaient là-dessus. Et s'engueulaient même méchamment là-dessus. Contrairement à ce que laisse croire l'historiographie officielle de l'Est comme de l'Ouest, le parti bolchevique, par exemple, s'est engueulé sur toutes ces options, au moins jusqu'en 1921. Au moins jusqu'au Congrès où, malheureusement, ils mettent fin aux droits de tendance, aux droits de fraction contre l'opposition ouvrière. Lisez l'excellent livre de Rabinovitch
sur l'histoire du parti bolchevique, mais vous allez voir le bordel intégral que c'est, où Lénine se retrouve minoritaire plus d'une fois, où il y a des directions qui changent de vote en permanence. C'est un bordel sans nom, et d'ailleurs c'est une des raisons qui nous, au NPA, nous fait garder beaucoup d'espoir. C'est aussi une grande filiation politique, 100 ans après, on dit que là, on peut revendiquer un héritage politique. C'est l'histoire d'un parti vivant. Lénine, le premier, était conscient du danger bureaucratique. En 1921, il dit « c'est un fléau ». Sauf que son analyse à lui, Lénine, c'est de penser que ce monstre bureaucratique qu'il voit surgir, il imagine et il dit que c'est simplement un vestige du passé. Il pense que c'est simplement lié au reste du système tsariste. Et il imagine que le développement économique du socialisme va permettre, j'allais dire mécaniquement, de se débarrasser de ces réflexes du passé. Et là, on voit qu'en effet, il n'est pas en capacité de comprendre ce qui est en train de naître sous ses propres pieds. Rosa Luxembourg, qu'on va quand même pas qualifier d'adversaire de la Révolution. Grande révolutionnaire, s'il en est, qui de sa prison en Allemagne, avant de faire la Révolution elle-même et d'en mourir, qui était particulièrement enthousiaste par l'action des bolcheviks, qui disait, eux au moins ils ont osé, elle était tout à fait critique sur les questions démocratiques essentielles. Mais non pas sur la dissolution de l'Assemblée constituante, c'était plus sur le fait de ne pas chercher à en convoquer une nouvelle, à l'image de cette nouvelle Russie soviétique qui venait de voir le jour. Avec cette formule que l'histoire retiendra, enfin en tous les cas que j'espère que nous on retiendra, qui dit la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Rosa expliquant que la liberté du coup ne peut pas être le fait, la propriété des membres d'un parti, aussi prestigieux soit-il, aussi massif soit-il, aussi représentant soit-il de la classe ouvrière. Et comme elle a raison, et comme d'ailleurs bien des courants marxistes, anti-staliniens et d'autres, en ont tirant des conséquences tout à fait judicieuses et des conclusions tout à fait judicieuses, y compris Trotsky dans les années 30, sur le multipartisme soviétique, sur la liberté politique, sur la liberté des droits politiques élémentaires. Maintenant, la discussion, elle doit aller plus loin, d'après moi, si on veut la conjuguer au présent. Et pas pour donner des leçons à distance, c'est pas le genre de la maison. Moi, je suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points, ce serait prétentieux, mais surtout, ça aurait aucun sens. C'est pour réfléchir à aujourd'hui. Si on est capable d'envisager un degré de liberté politique maximale pour les organisations politiques dans le cadre d'un système autogéré, alors peut-être quand même qu'il faudrait imaginer ce degré de liberté politique pour des gens qui ne sont pas dans une organisation politique ou dans un parti, mais qui construisent ce système autogéré lui-même. Et une des brouilles, notamment entre Trotsky et Victor Serge, par exemple, ça a été sur cette question-là. Et ça a été notamment sur une question, dès que je la cite, en général, il y a des ampoules rouges, voire noires, qui s'allument dans certains esprits, c'est l'épisode de Kronstadt. C'est l'écrasement du soulèvement du soviet de Kronstadt. Et je dis pas pour refaire l'histoire, mais pour comprendre ce que ça pourrait signifier pour aujourd'hui. Par exemple, Victor Serge, qui finira par se solidariser des bolcheviks même après l'écrasement de la révolte du soviet de Kronstadt, parce qu'il dit vaut mieux ça que les blancs. Jusqu'au bout de sa vie, il dira, sur le fond, les revendications du soviet, elles étaient légitimes. Ce que Trotsky partageait pas. Et c'est intéressant de revenir là-dessus, pas simplement pour revenir sur le degré de violence qui a été utilisé, mais sur le fait qu'à ce moment-là, les bolcheviks ont refusé toute transaction, toute discussion, toute négociation, y compris celle qui était offerte par Victor Serge ou des anarchistes américains qui étaient présents en Russie à l'époque, comme Emma Goldman ou d'autres. Et le fait de refuser ces médiations, ça veut dire quoi politiquement? C'est pour ça que ça m'intéresse pour aujourd'hui et pour demain. C'est de savoir si oui ou non, on accepte l'idée de dissension politique au sein du système soviétique. Et moi, je crois qu'on est obligé d'admettre l'idée de la dissension politique au sein du système soviétique. Pourquoi? Parce que si on veut faire la révolution pour construire autre chose, eh ben, c'est pas la fin de la politique une fois qu'on sera débarrassé du système capitaliste. Ça sera le début de la politique. Sauf à croire que le socialisme, peu importe le nom qu'on lui donne, le communisme, l'écosocialisme, le socialisme autogestionnaire, sauf à croire que c'est la juste administration des choses, non. La société qu'on va inventer, ça va être des engueulades terribles. Si on croit ce qu'on raconte, c'est une société où on veut donner la parole et le pouvoir à la majorité. On ne sera pas tous d'accord sur des grands choix de société. On décidera un maximum de ce qu'on peut décider, c'est-à-dire probablement 80 ou 90% des choses localement, mais comme on ne pourra pas tout décider localement, il y aura des points de discorde. Et il faut les accepter. D'où ma conclusion, c'est d'en tirer quelques pistes de réflexion un peu intangibles. La première, c'est que pour demain, si on arrive à faire la révolution, alors il faut se mettre d'accord sur le fait que c'est bien le système autogéré qui, en première et en dernière instance, prend le pouvoir et le partage entre tous et toutes. Ça ne peut pas être le fait d'une organisation politique à elle seule.
même si je crois au rôle nécessaire des organisations révolutionnaires. Moi, je suis un militant de parti, je ne le fais pas juste pour le plaisir, c'est parce que j'y crois. La deuxième conclusion intangible, alors celle-là, elle est troublante, elle est dérangeante, et elle renvoie à une discussion qui ne concerne pas que les familles qui sont les nôtres, c'est-à-dire des familles marxistes. Elle concerne toutes les familles politiques qui se revendiquent du changement de société. C'est que l'autogestion en tant que telle n'est pas un vaccin au risque bureaucratique. C'est tout à fait terrible ce que je vous dis, mais c'est pourtant la vérité. Marc Fesneau, lui encore, ce qui m'intéresse, c'est ses travaux d'historien. Il nous explique par exemple que dès le mois d'avril 1917, donc bien avant octobre, on a dans chaque quartier quasiment, à Pétrograd, un conseil de quartier, où il y a 100 à 150 personnes qui se réunissent régulièrement. Et dans ces conseils de quartier, on va très rapidement, mais ça va vous parler parce que ça nous arrive dès qu'il y a une lutte, voire quand il n'y a pas de lutte, on va commencer à déléguer 2 ou 3 personnes pour s'occuper des questions logistiques, des problèmes administratifs et des questions de logement. Et on va en faire des permanents. Dès avril 1917, on a le même phénomène dans les conseils d'usine au même moment, où sur la base de leur temps de travail, on va déléguer des ouvriers pour négocier en permanence avec le patronat, voire organiser la sécurité des usines à la sortie des entreprises. Et nous dit Marc Fesneau, on a donc dès avril 1917, pas quelques centaines, des dizaines de permanents de ces soviets. Des dizaines de milliers de permanents de ces soviets. C'est-à-dire des dizaines de milliers d'employés soviétiques, qui ne seront pas forcément bolcheviques en octobre, mais qui, pour des bonnes et des mauvaises raisons, verront d'un très bon œil que les soviets prennent le pouvoir. Pourquoi cette question elle est troublante? Parce que du coup, le phénomène de bureaucratisation, on voit qu'il ne vient pas que par le haut. Il ne vient pas que par ce qu'on connaît, c'est-à-dire la substitution des partis, l'étatisation plutôt que la socialisation. Il peut naître aussi par le bas. Et du coup, les discussions peut-être nouvelles à avoir et à discuter, c'est comment on fait du coup pour mettre, pour éteindre au plus vite, et dès maintenant, ici et maintenant, ce phénomène de bureaucratisation. En comprenant du coup qu'on ne peut pas simplement s'opposer à ça, en additionnant des droits politiques démocratiques aussi élémentaires ou fondamentaux soient-ils, il faut recomprendre que la bureaucratisation est un phénomène social totalisant qui prend ses racines dans des phénomènes complexes et profonds, comme la division du travail, la séparation des tâches manuelles et intellectuelles, comme la professionnalisation de la politique, comme les processus d'aliénation marchand, culturelle, politique. Bref, pour lutter contre ça, on en est tout de suite à l'échelle du projet de société alternatif, où on cherche déjà tout de suite, ici et maintenant, à inventer un nouveau type de démocratie, un nouveau rapport au travail, un nouveau rapport à la vie publique en général. Et c'est cette discussion-là, d'après moi, qui devrait être un peu intéressante, si tant est que, je ne sais pas, par chance, on se dise que la gauche radicale, plutôt que de discuter simplement des prochaines échéances électorales qui arrivent dans 4 ou 5 ans, j'en sais même rien, se repenche sur les questions stratégiques qui nous attendent. Et pour terminer, je voudrais citer donc un camarade qui a énormément compté pour moi dans l'écriture de ce livre, qui s'appelle Daniel Ben Saïd. Il m'a directement inspiré pour faire ce livre. Pourquoi? Parce qu'en 1997, à l'occasion de la parution du livre noir du communisme, il n'y avait pas VSF de Monde pour répondre à tous ceux qui nous tapaient sur la tronche. Et chez les intellectuels, il y avait beaucoup d'abonnés absents. Et Daniel, il a pris sa plume, il a pris le temps de faire des réunions publiques autour d'un texte notamment qui est présent sur le site de danielbensaïd.org, qui s'appelle « Communisme contre stalinisme » et que je voudrais citer pour terminer. Daniel disait la chose suivante: « S'il n'y a pas de jugement dernier en histoire, il importe que soit tracé pas à pas, devant chaque grand choix, chaque grande bifurcation, la piste d'une autre histoire possible. C'est ce qui préserve l'intelligibilité du passé et nous permet d'en tirer les leçons pour demain. Ce qui en 10 jours a ébranlé le monde ne saurait être effacé. Dépositaires et responsables d'un héritage que le conformisme ambiant menace, nous avons la charge de susciter les circonstances pour le remettre en mémoire. » Quand Daniel a écrit ce texte, moi, alors que mes affinités politiques étaient plutôt portées sur d'autres expériences plutôt que sur la révolution russe, il m'a donné la fierté de me revendiquer encore devant vous du mot du communisme. Dans le cas de Daniel, c'est un communisme joyeusement hérétique, autogestionnaire, anti-bureaucratique, anti-stalinien, mais de se revendiquer quand même de ce mot-là. Et justement, pas mettre à pied d'égalité les victimes et les bourreaux, comme nous y incitent aujourd'hui tous ceux qui font les grands procès de l'histoire. Donc ce combat-là, j'espère qu'on pourra continuer à le mener dans les semaines et dans les mois à venir. Je vous remercie. Alors, la discussion est ouverte pour
des questions, contributions, critiques. Voilà, tout est possible. La seule chose que je peux vous demander, moi, que la parole circule un maximum, c'est que j'ai pas envie de contrôler les temps de parole, mais que chacun et chacune fasse un peu attention à ne pas parler trop longtemps, parce que ce qui est positif, c'est qu'on est nombreuses et nombreux. Donc si on veut qu'un maximum de personnes puissent contribuer, c'est bien de faire des interventions plutôt courtes, quitte à réintervenir dans le débat un peu plus tard si besoin. Voilà, donc maintenant il faut qu'il y ait une personne qui se lance. C'est toujours le plus difficile, ouais. Je voudrais citer le livre de Bruno Pontin. Finalement, le débat entre Lénine et Gramsci, c'était le terrorisme, oui ou non. Et Gramsci s'est aligné finalement sur Lénine en disant bon, le terrorisme peut-être, mais rien que pour une génération, ce qui foutait tout en l'air. Alors voilà, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Répète parce que je crois qu'il y a des mots qui n'ont pas compris. Dès 18, il y avait un débat entre Gramsci et Lénine sur la gestion des entreprises, sur la mise en place des entreprises. Et Lénine disait, bon, mais il n'y a que le terrorisme pour nous sauver, c'est que le seul moyen d'organiser la production et de combattre, disons, le capitalisme. Alors que pour Gramsci, c'était les soviets d'abord, les conseils soviétiques d'abord, et que c'était il s'est finalement rangé à l'opinion de Lénine en disant on peut accepter le terrorisme pour une génération, mais pas plus. Ce qui donnait l'ouverture. La question ramène à un deuxième débat qui est connu, qui est dans l'armée et ailleurs, le débat sur l'utilisation de spécialistes de l'ancien régime, qui a été un débat sur le thème, est-ce qu'on remplace complètement tout le pouvoir, ou est-ce que dans l'armée, à un certain niveau, on doit utiliser des officiers, des charistes ou pas, est-ce qu'on doit utiliser des spécialistes du fonctionnement ou pas. C'est un débat intéressant, et après on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait après la Révolution s'il y a, comme on dit, une manifestation gaulliste, Front National uni, qui marche sur le champs, des millions qui sont contre-révolutionnaires. Alors, qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas-là, comme ça pour être prêts, comment réagir? Mais j'ai une autre question aussi très importante. Comment on répond aux gens qui disent si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite? Alors, ça c'est une question que aussi j'aimerais savoir. Si on est antisioniste, on est antisémite. Ça, je crois que c'est très important. Je ne sais pas comment répondre. Alors, j'en profite pour dire que Olivier interviendra, mais typiquement, je pense qu'il y a des questions, c'est bien si voilà, les personnes qui sont dans la salle ont envie de répondre, le font, quoi. L'idée, c'est d'avoir une discussion, tous on écoute ensemble. Moi, je veux bien répondre sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Il est clair qu'ici, on sait très bien que c'est un amalgame, qu'il n'y a rien à voir entre les antisionistes, d'être antisioniste et d'être antisémitisme. Et de toute façon, je trouve que c'est un peu hors sujet. C'est pas du tout que je vais faire la réponse, mais enfin la réponse a été réglée, en tout cas chez les gens qui se disent de gauche, et voilà, qui ne sont pas racistes, point barre. C'est un peu stalinienne, mais enfin quelquefois, le sujet, il faut l'être. Je veux bien pour vous. Bon, moi je vais poser des questions, mais c'est plus un... Ouais, voilà, je vais le poser comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est souvent ce qui n'est pas abordé, c'est les contradictions. Comment on aborde les contradictions. Voilà. Parce qu'il y en a, au sein du peuple, y compris. C'est bien connu. J'en ai une, par exemple, je dirais d'un bouquin qui s'appelait « Lénine, l'État et la Révolution ». Non, c'est pas ça du tout. C'est Lénine, les paysans Taylor.
je ne sais plus de qui, il y a quelques années déjà. Il y a un exemple là-dedans très intéressant, c'est les problèmes entre les villes et les campagnes. D'un côté, il y a des campagnes où il y a du blé. Les paysans qui produisent du blé ou autre chose, hein, mais de la nourriture, en gros, et qui veulent être payés pour ça. De l'autre côté, des villes qui crèvent de faim. Entre les deux, il y a des cheminots qui transportent des campagnes vers la ville le blé. Et qui le font dans des conditions de travail déplorables, des conditions salariales lamentables. Et donc, ces cheminots, ils disent, on fait grève. Sauf qu'en faisant grève, ils encouragent les Russes blancs, puisqu'ils risquent d'affamer les villes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est une contradiction, un problème. Et ils ont raison de faire grève. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je pense, je ne dis pas que je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas s'il y en a une dans le bouquin, je ne m'en rappelle plus. Mais je pense qu'on est confronté à ce genre de problème quand on fait une révolution. En permanence. Voilà. En permanence. Aujourd'hui, on est même déjà confronté à ça. D'un côté, on est pour l'arrêt des centrales nucléaires, à Fessenheim par exemple, et à l'intérieur, ils sont pour sauvegarder l'emploi. Il y a un petit problème. Oui, non, mais ils ont quand même raison de vouloir sauvegarder leur emploi. Oui, ils ont quand même raison de vouloir quand même avoir de quoi vivre à la fin de chaque mois. Moi, je suis pour l'arrêt des centrales, parce qu'on peut faire autre chose. Voilà. Mais bon, passons, c'était une question sur ces contradictions qu'on voit rarement abordées. Enfin, bon, si le problème de la bureaucratisation est vraiment lié au fait qu'il y avait des permanents au Parti bolchevique en 1914, n'est-ce pas que, dans ce sens-là, le problème de la révolution d'octobre, c'est qu'il y a eu le Parti bolchevique. Et que le plus grand danger que vous voyez est en fait l'existence du Parti bolchevique. Et dans ce sens-là, quelle est la relation que vous voyez entre votre parti, parce que vous aussi vous êtes permanent, en parti, enfin où il y a en tout cas il y a des permanents au MPA, je suppose. Mais quelle est la relation que vous voyez entre ce problème-là et votre propre activité politique, ou l'activité politique en gros du NPA? Je voulais juste me demander si, quand on parlait un peu de tout ça, des événements qui avaient eu lieu, des décisions qui avaient été prises, c'est pas en toute connaissance de cause et des différents détails, et s'il ne fallait pas aussi se rappeler de ce que défendaient à cette époque-là les révolutionnaires et du coup le parti bolchevique, à savoir l'international et les possibilités de la révolution par exemple en Allemagne, et que du coup c'est des décisions qu'il faut quand même prendre en compte et comprendre, c'est que c'était dans ce but-là. Et que de fait, après l'écrasement de la révolution allemande en 1923, c'est pas du tout les mêmes considérations, c'est pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes perspectives qui sont en train de réfléchir au sein du parti bolchevique ou même dans la Russie. C'est plus la survie de cette espèce de révolution, et du coup c'est un peu théorisé par Staline après, quoi. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a quand même un espoir que la révolution éclate en toute l'Europe et s'étend dans le monde entier, et que du coup il y a un véritable objectif, il y a un véritable espoir, et que oui, c'est des décisions qui sont difficiles. On serait probablement, j'imagine, amené à reprendre ce même genre de décision. Les grévistes qui n'amènent pas le blé dans les villes, et peut-être que quelque part, ils empêchent aussi la survie de cette révolution avec l'espoir de la propagation à l'international. Et que tant qu'il y a cet espoir de propagation à l'international, on peut espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe, que ça puisse prendre à l'étranger, et que le socialisme dans un seul pays, ça n'existe pas, et que donc, il faut préserver ça dans cet espoir-là. Il y avait eu tout au début une question posée sur qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait une manifestation des gaullistes après la Révolution.
Ce qui m'a fait penser à une réponse toujours donnée à ce type de question par un autre, par Daniel Ben Saïd dans l'occurrence, mais Ernest Mandel, qui était un dirigeant du Coran dont on fait partie avec Olivier, etc. Et qui avait dit, mais après la révolution, les gens vont venir manifester en disant « Rendez-nous nos usines !» Mais ça serait les anciens propriétaires qui va les croire, ça serait, et effectivement, je pense qu'une manifestation des gaullistes après la Réunion, après la Révolution, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est qui, effectivement, où on pourrait être amené à faire quelque chose, ça va, les gens essayer de les reprendre d'une façon physique, mais sinon, que les gens manifestent, que les gens disent nous on veut reprendre le pouvoir parce que nous on est une minorité et on ne veut pas, ça ne va pas avoir en effet, ça c'est une chose. Deuxièmement, sur la question des permanents ou des responsables des partis politiques, effectivement, des gens qui sont qui ont des responsabilités en tant que parti politique, qui réfléchissent comme ça, peuvent se tromper. Il y a une occurrence de cela très important à la veille de la révolution russe. Quand le responsable du parti bolchevique à Saint-Pétersbourg en février de 1917 dit aux femmes ouvrières des textiles de ne pas se mettre en grève. Mais elles se mettent en grève. Et elles sentent l'étincelle de la révolution. Mais heureusement, dans les 24 heures, le parti bolchevique s'est rallié avec, y compris parce que les femmes sont allées chercher les ouvriers dans les usines voisines, etc. Et donc voilà, on a eu le grand mouvement qui a déclenché la révolution de février. Donc, ce qui est important, tout le monde peut se tromper, personne, etc., c'est d'être à l'écoute du mouvement de masse. D'accord. Oui, tu as évoqué très rapidement, en fait, dans ton intervention, la question de l'avant 1917. Je pense qu'aujourd'hui, on est largement dans un avant, et c'est un peu, à travers l'introduction de Vanina, par exemple, des questions qu'on peut se poser. Aujourd'hui, comment peut-on participer à la cristallisation de tous les mouvements de révolte qui sont présents, c'est évident, mais qui n'arrivent pas à se cristalliser, et c'est pas... Bon, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible, par exemple, à la manif demain, mais c'est pas ça qui non seulement déclenchera le processus, c'est pas ça non plus forcément qui aidera à la cristallisation des mouvements. Et puis j'aimerais articuler cette question d'une certaine manière comme celle qui est posée sur le socialisme dans un seul pays, en l'articulant. Alors à la fois ça pose le problème de ce qui se passe aujourd'hui si on avait par exemple par miracle un processus révolutionnaire qui s'engage, mais c'est aussi comment arriver mieux à s'articuler à des mouvements dont la cristallisation par des processus divers, je pense par exemple à la Catalogne aujourd'hui, voilà, c'est dans l'actualité. Voilà comment on est branché un peu sur ces choses-là pour effectivement, est-ce que la cristallisation chez nous ne passe pas aussi par une meilleure connexion sur ce qui peut se passer ailleurs? Ou alors est-ce que ça se passe essentiellement sur la logique des quartiers qui a un peu développé Vanina, qui c'est pas antinomique, mais voilà, comment on articule tout ça pour que l'avant devienne un bientôt. Moi, il y a une question qui me préoccupe, elle me préoccupe personnellement, mais en plus, elle représente ce que pensent et disent les gens qui sont contre le communisme par peur de la Russie stalinienne. Alors moi, je me demande quel est le processus, l'engrenage, enfin, comment on a pu passer de Lénine à la mort de Lénine. On voyait bien que Staline prenait la direction de la bureaucratie très dirigiste et, pour ne pas dire plus, au fil des ans. Comment est-ce qu'il y a un processus, quel est le processus qui a amené, à partir de la mort de Lénine à peu près, à
justement cette folie meurtrière de Staline et qui fait peur à tout le monde. Et on m'en parle beaucoup, moi, et je ne sais pas trop quoi répondre. Donc, j'ai un expert là qui pourrait peut-être me le dire, me l'expliquer, parce que sans doute il y a pas mal d'écrits, mais moi je n'ai pas lu toutes ces choses-là, je ne suis pas historienne. Voilà. Je peux. Alors attends, il y a d'autres personnes si tu veux. Alors, allez. Bonsoir. Je vais essayer de parler un petit peu bien en français parce que je parle espagnol. Je suis chilien. Ça fait longtemps que j'ai eu en France. Je connais un petit peu la situation sociale en France parce que comme nous, on est là, on les vit de l'extérieur. On sait la situation socio-économique en France. On sait que depuis 40 années à peu près, depuis que, soi-disant, Mitterrand est arrivé au pouvoir, la situation de la classe ouvrière, la situation de la relation française, il allait s'améliorer. C'est tout le contraire. Dès que les socialistes sont arrivés au pouvoir, l'ultralibéralisme s'imposait en France, comme on fait partout en Europe et dans le monde. Bon, et ça c'est pour vous dire que je connais un petit peu la situation française, parce que au Chili c'était la même chose. Une chose que je vais révéler et souligner par rapport à ce que disait le camarade Olivier, c'est que la classe patronale, la bourgeoisie française comme mondiale, ils se croient avoir tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. D'accord? Et c'est pour ça que Lénine disait à un moment donné, pour pouvoir les faire opposition à la bourgeoisie, à les patronales, à la réaction, à l'armée, à le service répressif, une chose qu'on doit faire, les révolutionnaires, pour sauvegarder notre révolution, c'est la propagande. Les moyens de communication. Si on ne contrôle pas les moyens de communication, notre révolution risque de mourir. Et en plus, Lénine disait que pour pouvoir sauvegarder la révolution bolchevique, d'accord, il fallait notre pays, l'Europe occidentale, qui devait faire le même processus de les bolcheviques. Et c'est pour ça que Lénine il croyait tout le temps que le pays européen qui devait faire la révolution, c'était l'Allemagne. Si l'Allemagne ne fait pas la révolution, on va être très faible. On va être très très faible parce que notre situation économique interne, c'est ce qu'était la Russie à l'époque, il avait une classe ouvrière complètement pulvérisée, il avait une pauvreté partout, il n'avait pas de cadre industriel. Alors Lénine disait, on va être obligé de faire des accords économiques avec les pays soi-disant développés de l'époque. Chose faite. D'accord? Pour pouvoir amener en avant cette révolution-là, Lénine, il était obligé de faire des accords commerciaux avec les pays capitalistes. Mais, en aucun moment, il a dit, on va lâcher les principes socialistes. On va les fortalecer. Bon. Une autre chose, en dehors de la propagande, comme Vincent Sonon, Olivier disait, aujourd'hui les patrons, la classe, l'hierarchie mondiale, ils se croient rois de tout, c'est parce qu'ils sont tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Tous les jours, on voit dans les journaux, dans les médias, que les gens qui détiennent l'économie mondiale, c'est 1% de la population. 1% de la population, ils détiennent tous les moyens. Il reste, nous, 99%, on est là, on se regarde. D'accord? Et alors, c'est une chose que je voulais dire. Et pendant toute la décennie 80, 90, 2000, on disait, voilà, le socialisme, il a disparu. Il n'y a plus de socialisme. Mais, on est là. Hein? 30, 40 années, on est là. Pourquoi? Parce que la lutte des classes, elle est encore vivante. La lutte des classes, elle est toujours là parce que
on a à l'intérieur de cette société capitaliste une contradiction. Et la contradiction est évidente. Elle est évidente. Il est riche, il est pauvre. Il est exploitateur, il est exploité. Alors, nous, en Amérique latine, pour finir, nous, en Amérique latine, on n'a jamais dit, le socialisme, il est mort. Tout le contraire. Tout le contraire, d'accord? Et c'est pas par hasard qu'à partir des années 90, le renouveau des idées, il vient de l'Amérique latine. Avec les PT au Brésil, en Argentine, il y a un renouveau. Et Marx, la pensée de Marx, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Alors, pour finir, je pense que la consigne de Marx, elle est toujours vivante, elle est toujours d'actualité, et le prolétariat, il doit être uni. Donc, sans ça, non, je pense que non. On va gagner, ça c'est sûr. On ne peut pas dire le contraire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas stupide. On n'est pas stupide. On a une capacité d'organisation. Et on est plein dedans. Et parce qu'on pourrait débattre beaucoup. Parce que la classe ouvrière en Amérique latine, il a commencé à se réorganiser. Et ce n'est pas par hasard que les escadrons de la mort, ils sont de retour en Amérique latine. Les escadrons de la mort sont de retour. Et tous les jours, il y a un Colombien, un Mexicain, un Guatémaltèque, un Hondurien, dirigeant paysan comme ouvrier, qui est assassiné pour les appareils répressifs du système de domination. Merci. Après, je te donne. Bon. Si tu veux. Pour répondre un peu à la question de comment est-ce qu'on explique le passage de Lénine à Staline, de la dame qui était devant là, je pense que Olivier il a bien répondu en expliquant que en fait c'est ce qu'on appelle le phénomène bureaucratique, quoi. C'est la bureaucratisation de l'État ouvrier qui dégénère en fait. Mais et donc du coup en fait qu'il n'y a pas vraiment de solution de continuité entre Lénine et Staline, mais c'est plutôt une rupture en fait. Le passage au stalinisme, c'est complètement l'inverse du bolchevisme, et donc c'est vraiment une victoire de la contre-révolution bureaucratique qui fait qu'on passe à Staline. Après, la question qu'on pourrait se poser, c'est en fait comment ça se fait que la contre-révolution elle est plus gagnée, alors qu'en fait la révolution avait déjà gagné en octobre, quoi. C'était la classe ouvrière qui avait pris le pouvoir. Je crois qu'il faut qu'on se rappelle d'un truc, c'est qu'en fait une révolution, ça veut dire que c'est une classe sociale qui prend le pouvoir à une autre classe sociale, et évidemment ça se fait pas en un jour. Et en fait la révolution est née d'un état social antécédent, et c'est pas parce que la classe ouvrière dit comme ça qu'elle abolit la propriété privée des moyens de production que d'un seul coup toute la société devient communiste. En fait, il y a une phase de transition. Et en fait, là, c'est un petit point que j'ai de désaccord avec toi, Olivier, sur ce que c'est la bureaucratie. En fait, à mon sens, et c'est Trotsky qui dit ça dans la Révolution trahie, la bureaucratie, c'est un phénomène obligatoire de la Révolution, parce qu'en fait, pour que l'ancienne société disparaisse complètement, il faut que la classe ouvrière construise un État ouvrier, et donc du coup construisent des cadres, se servent de toutes les forces d'un État, de toutes les forces répressives d'un État. Et après, ça s'appelle une bureaucratie en fait, quand il y a des cadres qui sont en place pour donner une direction à la société. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce que dit Trotsky, c'est que la bureaucratisation, elle est proportionnelle à l'état de la contre-révolution contre elle, et inversement proportionnelle à l'implication des masses dans la politique. Et en fait, le truc, tu dis qu'un peu le point de départ de cette bureaucratisation dans l'État ouvrier, c'est qu'ils avaient été formés à la guerre civile et que du coup ils avaient des habitudes de hiérarchie, de violence, d'obéissance, etc. Je pense qu'en fait, plutôt il faut, comme tu le disais aussi bien, contextualiser, quoi. Et qu'en fait, en octobre 17, la situation en Russie, c'est le bordel de ouf, hein. Il y a toute leur industrie, elle est par terre. Enfin, vraiment, déjà la Russie c'était un pays arriéré, mais en plus la guerre ça leur a pas fait du bien. Et la guerre civile c'est encore pire. Les armées blanches elles détruisent toute l'industrie en Russie, etc. Et donc
Donc voilà, l'implication des masses directement dans la politique, en fait, je pense que dès octobre 17, les soviets ils se vident un peu parce que les gens n'ont plus la tête à faire de la politique, ils pensent qu'à bouffer en fait. Et il n'y a plus d'industrie qui fonctionne, du coup les ouvriers retournent vers les terres, etc. Et donc, du coup il y a un peu ça. Voilà, je pense que plutôt que ce phénomène de bureaucratisation, il n'est pas tellement dû. Bon, je sais pas, et juste je dirais juste un dernier petit truc, c'est que pendant la commune, par exemple, vous avez déjà trouvé des mesures pour encadrer cette bureaucratisation, dire que par exemple les mecs qui étaient au service de l'État, ils ne devaient pas gagner plus qu'un ouvrier, ou qui devait être révocable, élu et révocable à tout moment. C'est un peu ce qui se passe, je crois, aussi au début du 17, sauf qu'en fait c'est tellement la merde qu'il y a de fait quand tu travailles dans l'administration, tu as des avantages un peu en nature, je sais pas, tu as un appartement, tu as une voiture ou ce genre de truc quoi. Et je rejoins juste l'intervention, de mon camarade derrière qui disait qu'en fait le problème de la révolution russe, si elle s'est bureaucratisée à ce point, c'est qu'en fait il n'y a pas eu la révolution internationale qui devait suivre. Et ça c'est quand même le paradoxe fondamental de la révolution russe. C'est que Marx il avait prévu qu'il y aurait une classe ouvrière d'un pays industrialisé qui prendrait le pouvoir, et en Russie, la classe ouvrière en 1917 c'est même pas 5% de la population quoi. Et juste, je finis par la dernière annonce, c'est une annonce militante, c'est que demain en fait évidemment il y a la manifestation, mais il y a aussi à 11h un rassemblement devant le tribunal de Versailles où il y a l'appel d'un procès qui est fait à des cégétistes de PSA qui ont pour pas mal de mois de prison pour des histoires complètement sordides quoi. Enfin bref, c'est une grosse attaque patronale contre la classe ouvrière. Donc du coup, si vous avez le temps demain matin, on peut se donner rendez-vous à 11h à Versailles, ça vaut le coup de défendre ces syndicalistes. Juste deux petites choses avant que je continue à distribuer la parole. La première, c'est qu'on me fait remarquer effectivement quelque chose que je n'ai pas dit au tout début, c'est que la discussion elle est filmée et il est tout à fait possible qu'il y en ait soit qui sont déjà intervenus, soit qui ne souhaitent pas intervenir en se disant je vais être filmé. Dans ce cas-là, il suffit de le signaler en fait et on coupe la caméra ou on la baisse, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à dire si c'est ça qui fait obstacle à votre prise de parole, que ça n'en soit pas. La deuxième, c'est un peu dans le même ordre d'idée, ceci dit, je le sais, je le constate, il y en a qui attendent impatiemment parce que Olivier va répondre à toutes ces questions. Mais je le redis, tant qu'il y a des échanges entre nous, c'est aussi bien, je pense que voilà, c'est aussi ça l'idée des choses qu'on veut construire ensemble, c'est que les gens puissent avoir l'occasion aussi de se répondre. Je pense qu'il n'y a pas que Olivier qui a des idées, et donc voilà, c'est bien que tout le monde s'exprime avant ça. Mais on lui donnera évidemment la parole. Ne croyez pas, du coup, je veux dire par là que ce ne sera pas le cas. Voilà. Oui, moi je voulais juste revenir sur une des choses que Olivier avait dit au départ, sur le fait que la révolution russe, c'était une vraie révolution. C'était février, mars, avril, octobre et au-delà. C'est vrai que les puissants, la droite, les médias, etc., vont nous faire croire qu'en fait, une révolution, c'était autre chose, que c'était une explosion de colère et après des dirigeants qui manipulent et qui contrôlent, etc. Et je pense que c'est une des choses vraiment importantes dans le livre d'Olivier, qu'il fait ressortir le fait que c'est une révolution, mais d'une très très grande profondeur, que c'est effectivement des millions de personnes qui ont pris en main leur destin. Je ne sais pas, c'était l'éruption des masses, etc. C'est vraiment ça, avec les témoignages, les personnages qui illustrent ça. Je trouve que c'est très bien. Mais je pense qu'il sera d'accord avec moi. Il y a aussi plein de livres qui racontent justement ça. Il y a le livre sur la table de presse, évidemment, de John Reed et d'autres, de Victor Serge, qui racontent, des vrais participants qui racontent cette profondeur. La deuxième chose, je pense, par rapport à ce qu'on peut raconter sur la révolution russe, ce n'est pas quelque chose d'isolé. C'est un phénomène qu'on retrouve à l'époque, évidemment, avec la révolution allemande, en Hongrie à la même époque, mais après, pendant tout le XXe siècle, le même phénomène de révolution où les masses prennent en main leur propre destin et où ils se transforment, les gens se transforment en agissant, en prenant en main leur destin. Et c'est l'Espagne en 1936 et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas quelque chose de vieux, c'est quelque chose qui continue, évidemment, jusqu'à la révolution portugaise, où on trouve le même phénomène, mais aussi beaucoup plus récent. Les révolutions arabes, 2011, c'est très récent, mais quand on lit
ou quand on voit les vidéos, quand on voit les discussions, mais surtout quand on voit ce qui s'est passé sur la place Tahrir, c'est exactement le même phénomène. Les gens, les anonymes, les gens qui jamais auraient pensé pouvoir prendre la parole, agir, s'organiser, prennent les choses en main, et c'est ça qui nous donne espoir que c'est possible, et c'est encore possible aujourd'hui. C'est pas quelque chose de vieux. Et la dernière chose que je voudrais dire, et une autre idée quand on parle de la révolution russe, c'est que ça aurait été quelque chose de complètement spontané. Il y a une sorte de colère, les gens ils montent. Quelque part, c'est vrai. Je pense que ce soit la révolution russe de 1905 ou de février en particulier, ce n'étaient pas les militants qui ont préparé, s'attendaient pas du tout à ce que ça explose, ça c'est vrai. Mais en même temps, il n'y a jamais de lutte et de révolution complètement spontanée. Il y a toujours des militants, des gens qui s'organisent, des gens qui ont des années d'expérience. C'était le cas en Russie en février 1917. Des gens qui avaient passé des années à lutter, à résister, à coordonner, à batailler, à être en prison, à ressortir, etc. Et c'est vrai pendant tout le XXe siècle. Et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Je pense que si demain, il y a des nouvelles luttes qui vont ressurgir, et on l'espère, c'est aussi parce qu'il y a des militants qui résistent, qui s'organisent, y compris dans des situations où il paraîtrait que c'est difficile à s'organiser. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que Macron est en train de gagner, qu'il a gagné des points, c'est un rouleau compresseur et qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. Partout en France aujourd'hui, il y a des résistances. Elles sont moins grandes qu'on voudrait, mais il y en a. Et je rejoins ce que disait Vanina au début, dans l'introduction, il se passe beaucoup de choses, y compris dans le 20e. Et on serait étonnés. Nous-mêmes, militants du NPA, on est étonnés à chaque fois de voir les collectifs qui s'organisent, des mouvements de résistance, des fois plus grandes. La maternité à Tenon, il y a récemment, ou ça peut encore. 20e solidaire avec les migrants, c'est un exemple. Hier soir, juste un exemple, on était 30, 40 autour d'une projection de film avec des délégués de deux foyers de travailleurs immigrés avec qui on travaille ces derniers temps. Extrêmement intéressant, les gens qui prennent la parole, qui ont des perspectives de faire des choses. Ça, c'était mardi. Lundi, je crois qu'il y a peut-être d'autres camarades qui pourront en parler. Plusieurs de ces collectifs qui ne se connaissent pas vraiment, qui travaillent sur la question des migrants, se sont rencontrés. C'était aussi poussé l'initiative de militants du 20e solidaire. On s'est retrouvés déjà la semaine dernière, de nouveau lundi, pour essayer d'organiser une réponse à la nouvelle loi de Macron qui va tomber, une loi sur les migrants qui est absolument horrible en termes de mesures qui sont prévues pour cette loi. Donc 30, 40 personnes de nouveau, y compris des travailleurs immigrés, des migrants qui se réunissent avec nous pour organiser cette réponse. Si vous en... Je pourrais en dire d'autres, il y a d'autres exemples de ce qu'on fait. On a parlé de Sorbier Debout, il y avait un débat il y a un dimanche soir avec des militants qui sont actifs sur le terrain, mais aussi discutent. Si vous avez envie de faire partie de ça et de reprendre un petit peu de confiance dans les luttes et les résistances qui existent, n'hésitez pas à venir nous voir après. Je vais faire passer, il y a une feuille là-bas, mais il y a une feuille qui peut passer. Vous laissez vos coordonnées pour vous inscrire. Je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec nous, avec bien d'autres personnes au-delà du NPA. Il y a un problème avec le micro. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, alors ça marche plus? Ok. Du coup, là, des personnes qui ne sont pas intervenues souhaitent intervenir. Voilà, parce qu'il y a quelques personnes qui sont déjà intervenues, donc je voudrais prioriser ça. Et puis on se dit, parce que c'est que tout le monde sache, peut-être là, il est 9h moins le quart, on part sur l'idée de terminer vers 21h, d'accord, un petit quart d'heure, et puis évidemment, Olivier conclura la discussion. Ça vous va? Oui, je trouve que tu as tout à fait raison de dire qu'il y a un acharnement des gouvernants, des possédants, à nier complètement l'existence, la réalité des révolutions. Alors c'est vrai la révolution russe, mais c'est vrai de révolutions beaucoup plus proches de nous. Et moi, ce qui m'intéresse dans la révolution russe, c'est aussi tous les prolongements qu'il peut y avoir aujourd'hui dans des révolutions actuelles, tout ce qu'on peut tirer de cette révolution comme expérience qui nous donne des enseignements pour aujourd'hui. Et moi, je suis un peu vraiment très
navrée de voir, par exemple, à travers les révolutions arabes et particulièrement l'expérience syrienne, qui me semble la plus avancée de toutes au niveau de l'auto-organisation de la population, dans les quartiers, dans les villes, pour mettre en place un autre pouvoir. Et malheureusement, la limite de la révolution syrienne, ça a été qu'ils n'ont pas pu se coordonner entre toutes les villes pour arriver à former un pouvoir central autogéré, parce qu'à cause de la guerre, à cause d'une répression terrible et tout, mais c'est une des révolutions les plus avancées du monde arabe. Et en fait, ça a été complètement occulté par les médias qui ont donné une caricature qui avait d'un côté le dictateur, de l'autre côté Daesh, et entre les deux, la population était inexistante dans la plupart des informations. Mais ce qui me navre beaucoup, c'est que, y compris dans les cercles militants, révolutionnaires, anticapitalistes, la solidarité internationale a très peu joué, elle a été minuscule. Et une révolution, elle ne peut pas gagner dans l'isolement. Enfin, c'est ça un peu les expériences du passé. On ne peut pas gagner dans l'isolement, et c'est la tragédie de la révolution syrienne. Et je trouve qu'en plus, le fait que des révolutions échouent dans le sang et dans des répressions terribles, je veux dire, ça aide pas à l'émergence de nouvelles révolutions, parce que ça va être un argument supplémentaire pour dire, regardez ce qui arrive à ceux qui se révoltent, à ceux qui se battent, à ceux qui veulent construire autre chose. Ça se finit dans le sang. Et c'est vrai que pour nous, c'est une difficulté terrible qu'on doit surmonter, parce qu'il ne faut pas rester à ce constat. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui encourager la solidarité internationale, qui était paradoxalement plus vivante au 19e siècle et au 20e siècle, alors qu'aujourd'hui il y a la mondialisation, on a l'impression que la solidarité internationale, elle a plus de mal à s'exprimer par rapport à des révolutions qui existent à travers le monde. Enfin, moi, c'est la question que je me pose. Voilà, comment aider les révolutions en cours. Et je trouve que, voilà, il y a beaucoup à faire et on est loin du compte, voilà. Ah, si, une dernière chose. Ah, je voudrais vraiment donner un conseil de lecture, justement sur la révolution syrienne. Je suis en train de lire un livre que je trouve passionnant, d'une journaliste qui s'appelle Minoui, je me souviens plus de son prénom, Minoui, les passeurs de livres de Daraya. Parce que c'est à partir d'une petite brève qui, moi, m'avait aussi beaucoup frappée. C'est qu'en pleine guerre, des jeunes, enfin des gens ordinaires, allaient dans les ruines récupérer des livres pour mettre en place une bibliothèque. Ça veut dire que même en pleine guerre, les gens avaient le souci de mettre en place des services pour toute la population. Et à travers cette expérience-là, elle a établi un lien par Skype, parce que Daraya a fait l'objet d'un siège pendant 4 ans terrible. Et à travers ces relations par Skype, elle donne une photographie de la révolution de l'intérieur qui me semble absolument passionnante. Ça, je vous conseille ce livre-là si vous avez l'occasion. Alors, j'ai 3 personnes du coup qui se proposent pour intervenir. Ce que je vous propose, oui, vous en faites partie. Voilà, donc, sauf s'il y a des personnes là qui, dans ces 3 interventions, se proposent, mais du coup, plutôt prioritairement des personnes qu'on va encore parler. Bonjour, je m'appelle Rico. Je vais revenir sur une petite... Oui. On parle en 1917, c'est bien 1917. C'est l'arrivée du stalinisme, l'arrivée du trotskisme, du léninisme. Mais est-ce qu'on oublie de parler quand même, c'est la première division de la gauche, quoi. C'est quand même aussi la chasse solidaire, tout ce qui était dangereux sur l'extrême gauche. Donc la première division de la gauche, c'était quand même avec la révolution d'octobre. Il ne faut pas l'oublier. Après, deuxième question, je fais bref parce que je n'ai pas besoin de parler longtemps. Par rapport à ce qu'on fait au quartier, je suis dans une asso, je fais des choses de quartier. Et je pense que les choses de quartier, il y avait un autre truc qui était bien sur la belle histoire avant. C'était un truc qui s'appelait une coopérative d'achat. Et je pense que pour amener les gens à toi,
À un moment, il faut arrêter de leur détraquer, il faut arrêter de leur parler. Il faut leur parler au quotidien, ce que tu peux faire avec eux, ce que tu peux faire pour eux. Et dès qu'on mettra ces choses en marche, comme on fait l'essentiel, je pense qu'à ce moment-là, on dirait vraiment. Alors, mais par contre, je ne souhaite peut-être pas que ce soit, mais c'est pas grave. Mais je voulais simplement. Je voulais juste répondre rapidement. Bien sûr, c'est assez frontal, hein, mais je pense que ce que tu as dit sur la révolution syrienne n'engage que toi. Je pense que si aussi beaucoup de gens qui se disaient de gauche ne sont pas sortis en France, disons qui étaient politisés, ne sont pas sortis en France, c'est parce qu'ils sentaient aussi qu'il y avait une sorte de manipulation dans l'opinion qui a été repris largement dans les médias, sur une certaine manière de juger qu'il y aurait eu une révolution syrienne en France. Je ne suis pas non plus le VRP de Assad, mais je tenais quand même à le dire parce que je l'entends tellement souvent, comme si c'était une sorte de vulgate que l'on répète. Donc la révolution la soi-disant révolution syrienne, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc moi, je me permets de dire qu'il y a d'autres points de vue qui n'ont malheureusement pas pu être dits, être évoqués dans les médias, parce qu'à chaque fois, on leur a interdit l'accès aux médias. Voilà, c'est tout. Maintenant, je voulais donner une information par rapport au quartier. Alors, je dis quartier de Paris, hein, je ne fais pas du tout pour critiquer le côté bonbon ou quoi que ce soit. Bon, enfin, voilà. Et donc, il y a d'autres actions qui se font donc, hors arrondissement. Il y a en ce moment un soutien à apporter aux luttes du KFC, à des salariés du KFC, également Holiday Inn. Ça dure depuis maintenant plus d'un mois. Et il y a également McDo. Voilà, alors voilà, ça c'est une action concrète, hein, si on est marxiste, c'est de venir soutenir en masse ces actions McDo, Holiday Inn, KFC, tout le monde ne peut pas faire tout, bien sûr, mais voilà une possibilité de faire vivre les luttes hebdomadairement au moins. Voilà. Bon, moi, ça va être... Je vais être assez rapide, enfin, je vais essayer d'être... Tu as parlé, Olivier, d'autogestion. J'apprécie beaucoup, tu as parlé plusieurs fois de l'autogestion. Sauf que ce sujet, malheureusement, est très rarement abordé, très rarement discuté profondément. Je ne vais pas le faire là, hein, je ne suis pas capable de le faire d'abord. Je pense que c'est fondamental. D'autant plus si moi je suis pour l'écosocialisme. L'écosocialisme, c'est complètement lié à l'autogestion. Aujourd'hui, il y a un truc, enfin, vous avez entendu, vous le savez, j'espère, c'est que ça va plutôt mal. La planète, on est en train de la démonter totalement, complètement. Et que ça ne passe par une autre façon de vivre, une autre façon de gérer, une autre façon de produire ou de ne pas produire, de décroître, etc. Et ça passe d'abord par l'autogestion, je le crois. Bon, ça c'est une chose. Dans les expériences intéressantes, aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant de parler de ce qui se passe au Mexique avec les zapatistes. Voilà, par exemple. C'est quelque chose de concret, très intéressant à suivre. Autre chose qu'on n'a pas oublié, même si on a parlé de la Syrie, mais c'est pas loin, ce sont les Kurdes. Ce qu'en font les Kurdes là-bas, au nord de l'Irak, de la Syrie, voire en Turquie, même si c'est pas tout à fait pareil. C'est un peu compliqué aussi là-bas. Mais il se passe des choses très intéressantes. Mais il se passe des choses vachement intéressantes ici. En France, comme on l'a dit, il y en a qui l'ont dit, je vais résumer. Sur l'écosocialisme, notamment, il y a plein de choses dont on ne parle jamais. Jamais. Je prends une association, et après j'arrête, ça s'appelle Alternativa, on en pense qu'on veut, je dis pas que c'est formidable, ils font des tas de trucs avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes, et on n'en parle jamais. Bon, top, il y a plein d'autres choses. Oh, à moi, attends 2 secondes. Ok, donc je vous propose qu'on arrête là, mais 2 choses avant de repasser la parole à Olivier, désolé. La première, c'est que normalement, il devait y avoir une feuille qui a circulé là dans les rangs, si vous vouliez laisser vos coordonnées. Si jamais vous ne l'avez pas fait, il y a aussi une feuille en fait à la table de presse, donc n'hésitez pas. La deuxième chose, c'est que je voulais vraiment, au nom de tous les militants et militantes du NPA, remercier Hossein qui nous accueille ici et qui le fait généreusement, c'est-à-dire gratuitement. Ce qui permet de par ailleurs faire une pierre de coups en disant qu'on peut tout à fait poursuivre cette discussion après la conclusion d'Olivier, autour d'un verre ou d'un petit truc à grignoter. Voilà. Bien. On rappelle que ça sera une conclusion, que la discussion continue. Il y a plein de sujets qui ont été abordés
assez diversifié. Pour revenir au sujet, les questions théoriques, les questions de nom, les questions des attaques qu'on entend aujourd'hui, je crois qu'il faut partir de ce que tu dis, c'est-à-dire que sorti de cette pièce, quand on sort à l'extérieur, le mot communiste, le mot révolution, le mot soviète même, il effraie tout le monde. Donc il faut quand même partir de ça quand on ne veut pas trop se raconter l'histoire. Et la question qui se pose, c'est à partir de ça, c'est soit on cherche à rétablir des filiations politiques, soit on les coupe et on dit qu'on fait autre chose. Nous, on est pour établir des filiations politiques, se référer aux expériences révolutionnaires du passé, voir ce qu'on peut en tirer, non pas des dogmes, ce qu'on peut ne pas en tirer, mais en tous les cas, établir ces continuités qui sont extrêmement importantes. Maintenant, on a ce bilan politique qui pèse sur nos épaules. On ne va pas se raconter des histoires. Ce qui s'est passé, le siècle politique a été ouvert en 17, qui s'est refermé en 89. Il a discrédité durablement les idées communistes, les idées révolutionnaires. Et quand on ajoute à ça la gestion de la social-démocratie, ces mots-là eux-mêmes sont discrédités. Quand je dis moi je me revendique de ce mot, c'est pas pour en faire mon étendard en disant voilà, c'est-à-dire je me revendique de certaines idées. Et de cette manière-là, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'autres personnes, d'autres militants, d'autres filiations qui n'utiliseront pas ce mot-là, mais qui, si on discute et surtout si on a une pratique commune, en réalité, mettront à peu près la même chose que nous sur le type de société alternative qu'il faut créer par rapport à la société actuelle. Donc je pense qu'entre le vieux et l'ancien, il y a cette part de continuité à assumer et voilà, et ne pas en avoir peur, je crois que c'est extrêmement important. Donc il faut répondre, y compris au débat d'histoire, par rapport à ce que tu dis. Je crois qu'un des arguments, c'est quand même d'expliquer que le plus clair et le plus grand nombre de ceux et celles qui ont fait la révolution de Pétrograd en 1917, y compris les membres du parti bolchevique, ont été les premières victimes des goulags. Donc revenir sur le fait qu'on ne peut pas établir des continuités quand il n'y en a pas sans faire de manichéisme, c'est pas les années lumineuses de Lénine contre les années sombres de Staline. Le texte de Daniel dont je vous parle, il explique à quel point une contre-révolution est un processus qui est difficilement datable. On ne peut pas dire ça s'est passé là, à tel moment. C'est plus compliqué que ça. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que bon an, mal an, avec tous les doutes du monde, toutes les critiques du monde, aux premières heures de la révolution russe, les soviets avaient encore la main. À la fin des années 20, ils ne l'ont plus. Donc entre deux, il y a une rupture politique et même morale, pour reprendre l'expression d'un historien qui s'appelle Goethe. Politique et morale, c'est-à-dire on n'est plus dans les mêmes univers, on n'est plus dans la même chose. Et là, ce n'est pas des débats d'historiens, c'est des débats politiques. Précisément pour continuer à réfléchir à ce qui fait apparaître et ce qui permet à ces ruptures de prendre le dessus et finalement de s'emparer de la révolution. Donc même s'il n'y a pas une raison, s'il n'y a pas une date, s'il n'y a pas un phénomène, il y a une multitude de raisons à discuter en temps et en heure. Donc là, il y en a qui ont été évoquées, qui renvoient à ce qu'on pourrait faire demain. La première, c'est la question de la violence. Il faut la formuler comme ça, il faut arrêter de tourner autour du pot au bout d'un moment. Si on arrive à foutre en l'air cette putain de société, bah, c'est clair et net qu'on aura des manifestations contre nous. Et moi je vous le dis, ils auront le droit de manifester, il est où le problème? Après, s'ils le font en armes, c'est autre chose. C'est autre chose. Et la question qui se pose, qui est une question politique qu'il faut assumer en tant que telle, et qui est une espèce de grande hypocrisie, parler de violence, ce serait un tabou, ce serait inacceptable. Mais les gaullistes dont on parle, c'est les premiers à savoir que dans certaines périodes de l'histoire, ils ont participé à des courants qui ont pris les armes contre les occupants nazis. Comme quoi la question de la violence, t'es pas contre en discuter en temps et en heure, exprès du contexte et de la période dans laquelle t'es. Et nous, et je crois qu'il faut se poser la question de la violence comme ça, on est favorable à ce que l'émancipation puisse aller jusqu'au bout. Il y avait un anarchiste qui s'appelait Élisée Reclus qui disait que la minorité face à nous, elle se laisse rarement déposséder de bon gré. Si elle le fait, tant mieux. Et là, c'est un débat qui concerne tout le monde. Hein. Ça concerne les anards, les autonomes, les libertaires, les trotskistes, les guévaristes, et même ceux qui prétendent, je ne sais pas, l'avènement d'un grand homme qui, par le haut, pourrait changer la Constitution, par exemple, c'est-à-dire par la voie électorale. Si on ne se paye pas de mots, même l'application de ce programme-là, elle suscitera la réaction d'une minorité sociale qui ne se laissera pas faire. Donc si cette minorité sociale dit, bah finalement on a réfléchi, d'un point de vue philosophique, on a décidé de... Allez, on laisse la voie libre à l'émancipation, tant mieux. C'est quand même peu probable. Parce que depuis la Commune de Paris à la Révolution russe, en passant par la Révolution espagnole, en passant par le Chili de Pinochet, on sait tous qu'ils ne se laissent pas faire et qu'ils utilisent la violence. Donc pour moi, derrière le mot, c'est le droit à l'autodéfense. Le droit légitime à l'autodéfense pour un processus d'émancipation, de se protéger jusqu'au bout. Maintenant qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème. Et si on va être tout à fait honnête, alors il y a les éléments de discussion historique, hein, en effet. Est-ce que oui ou non on fait appel à des éléments de l'ancienne armée pour faire appel à des spécialistes? C'est des premiers sujets de discussion sur, voilà, qui peuvent être rediscutés.
Mais une fois qu'on a dit ça, quand bien même les bolcheviks n'auraient pas fait appel à des spécialistes, le temps militaire, c'est le temps court. C'est le temps court. Le temps de la réaction militaire, c'est le temps court. C'est pas le temps des congrès. C'est-à-dire, c'est l'opposé du temps des grandes délibérations collectives. C'est un vrai sujet de contradiction. Pourquoi? Parce que du coup, c'est un des terrains sur lequel naît le plus facilement la bureaucratie. C'est un secteur nécessaire pour se protéger. La Tchéka, même des débuts, elle n'était pas conçue pour massacrer tous les opposants. Au début, c'était protéger la révolution des assauts de la contre-révolution. Et puis ça a très vite dégénéré, mais très très vite. Quand les bolcheviks, par exemple, le pouvoir bolchevique abolit la peine de mort, c'est en 1920, 1921, je ne sais plus, il faudra vérifier, ils vont la rétablir par la suite, c'est une décision politique. On abolit la peine de mort. Quelle est la réaction de la Tchéka? Immédiate. C'est de prendre tous les prisonniers politiques, les mettre dans la cour et les fusiller. Et pas simplement pour dire, nous on a les armes, c'est pour rappeler qu'eux ont déjà beaucoup de pouvoir politique. Et y compris le rappeler au pouvoir politique. Et toutes les luttes armées qu'on a eues depuis, elles viennent nous rappeler que les branches armées en général s'autonomisent très vite du pouvoir politique, c'est-à-dire du contrôle démocratique. Donc là, en effet, moi j'ai pas de réponse sur tous les sujets, mais depuis la Commune de Paris, à la Révolution russe, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, la colonne de Durruti, les expériences zapatistes, même s'il n'y a pas de... faut pas se payer de mots, hein, il n'y a pas d'expérience aboutie, c'est ce qui pourrait nous permettre, y compris dans ce secteur-là, de contrôler le maximum et de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette séparation des spécialistes, qu'il n'y ait pas la hiérarchie, qu'il n'y ait pas tout ce qui va permettre l'avènement de la bureaucratie. Donc la question de la violence, il faut se la poser comme ça, mais sans fétichisme d'organisation, là aussi je vais mettre les pieds dans le plat pour aujourd'hui. Il y a des secteurs dans la gauche de transformation sociale qui vont dire nous, il n'y aura pas de... On refuse de se poser ce problème-là. Et il y a des secteurs très radicaux, ultra radicaux dans la gauche radicale, qui au nom de la violence font des formes de substitutisme. Hein, et qui sont tout autant avant-gardistes que bien des courants staliniens fut un temps. Sur le thème, les gens n'ont pas compris. Les gens sont des cons, les gens sont des moutons. Donc comme c'est des moutons, moi je vais faire à leur place. Et on est dans la même forme de substitutisme. Donc il peut y avoir des fétichismes organisationnels comme des formes de fétichisme non organisationnels. La discussion qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, on cherche à avoir et créer la société qui donne le pouvoir à la majorité. Et là, ça pose toutes les questions qui ont été évoquées ici. Démocratique, politique, y compris économique. Ça a été dit. Les questions d'économie, le terrorisme ou d'autres questions. Ça a été une vraie contradiction, une vraie discussion dans la Révolution soviétique. C'est pas vrai, c'est faux, de croire qu'on a étatisé par le haut dès 1917. On a des libertaires comme Guérin, par exemple, qui reconnaissent le fait. Lui, il dit, il reconnaît qu'en gros, il y a eu ce qu'il appelle l'année libertaire des bolcheviks. C'est-à-dire que jusqu'en 1918, il y avait une socialisation de l'économie. Concrètement, ça veut dire quoi? C'était les conseils ouvriers, les conseils d'usine, qui prenaient la possession de la production. Et un an après, en effet, il y a eu l'étatisation par le haut. Alors, pour des raisons de circonstances, soit, on peut en discuter, c'est-à-dire la guerre civile, parce que là aussi, si on mène la discussion, il faut l'amener jusqu'au bout, il ne faut pas avoir peur de rien, quelle que soit son appartenance et son obédience initiale. La guerre civile, tu dresses une armée pour faire face aux Blancs, et ben c'est vrai que dans les conseils d'usine, tu as de moins en moins de monde, parce que dans les usines, déjà, tu as de moins en moins de monde. Donc dire, c'est la grande vitalité des soviets en pleine guerre civile, c'est un vrai sujet de contradiction. Mais le problème, c'est que quand tu commences à donner des justifications théoriques à ça, et il y en a eu des justifications théoriques données par les bolcheviks, sur le thème, c'est ça le socialisme, c'est l'étatisation, c'est ça le communisme, c'est l'étatisation, bah là, tu as la discussion politique qui commence. Et sur le modèle économique, on pourra discuter. L'exemple de Lénine pour l'économie, c'était la poste allemande. Alors j'ai rien contre la poste allemande, mais honnêtement, il y a plus excitant dans la vie, en termes de socialisation et de contrôle de la base. Parce que c'est des discussions nouvelles, mais là, il faut le prendre sans en avoir peur. Les bolcheviks, ils improvisaient, mais c'est ça la politique. Ils improvisaient. Donc le problème, c'est de discuter de ce que ça signifie d'un point de vue économique, et moi je pense, oui, que ce que nous enseigne cette expérience-là, y compris pour ce qu'on peut raconter en termes de contrôle public aujourd'hui, c'est bien la socialisation et pas l'étatisation, y compris sur ce qu'on pourrait définir comme nouveau service public aujourd'hui. Donc moi, c'est sûrement un point de discussion en effet. Moi je suis, y compris quand tu parles de la commune, c'était, pour Marx, c'est l'extinction de l'État, dans la pratique. C'est la forme de démocratie enfin trouvée. Alors Marx y renvoie en disant, vous vouliez savoir ce qu'était la dictature du prolétariat, c'est la Commune de Paris, mais concrètement, il dit dans le même temps, on a aboli dans les faits, pas dans les discours, pas dans les mots, l'appareil d'État bureaucratique et militaire. On s'est débarrassé du boa constrictor, c'est-à-dire ces milliers de bureaucrates, de militaires, qui se sont accaparés, qui ont étouffé la vie publique et démocratique. Et il y a eu un cousin de ce boa constrictor sous les tropiques prolétariennes. Alors, une fois, on peut discuter tout, et là moi je suis absolument d'accord avec l'aspect, y compris dans le livre, qui est pas suffisamment traité que, comment dire,
L'inaboutissement de la révolution russe, elle dépendait en effet, bien entendu, de l'échec des révolutions qu'on suivit derrière, et ça pèse terriblement sur ce qui s'est passé dans la Russie elle-même. Il ne faut pas comprendre en effet la révolution russe d'un point de vue russo-russe. Moi, je fais un... Comment dire, moi, c'est un point de vue, je l'assume. C'est-à-dire, je prends un angle et j'essaye de le dérouler. Il y a déjà tellement de 10 000 trucs. C'est un puissant fond, la révolution russe. Et encore 10 000 trucs qu'on va découvrir et qu'il faut discuter. Mais la discussion, c'est pour aujourd'hui et maintenant. Et sur les questions économiques et sur les questions militaires, pour prendre que ces deux exemples-là. Dernier truc, parce que je veux saouler personne, sur les questions de parti. Le camarade, il est parti en disant, bon, en gros, est-ce que ça ne soulève pas la question du parti? Là aussi, il ne faut pas faire de démagogie. Sans déconner, sans le parti bolchevique, les soviets n'auraient pas pris le pouvoir en octobre. Il y a la discussion entre eux, hein, et Lénine il est minoritaire là-dessus, sur le thème, est-ce que oui ou non, on destitue le gouvernement de Kerensky avant l'ouverture du second congrès des soviets? Alors qu'ils soient bien intentionnés, mal intentionnés les bolcheviks, quoi qu'il en soit, c'est eux qui décident de faire en sorte que le soviet s'empare du pouvoir à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il ouvre le congrès avec le pouvoir remis entre ses mains, parce que leur analyse politique, et moi je crois qu'elle était justifiée, c'est que si ça n'avait pas été le cas, on serait rentré dans les affres du doute et que Kerensky aurait raison du pouvoir soviétique lui-même parce que le pouvoir soviétique se serait divisé. Et le pouvoir soviétique, d'ailleurs, il a accepté cet adoubement de bonne grâce. Ce qui prouve que ça renvoyait à quelque chose de fond. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en effet, il y a un rapport dialectique entre les organisations militantes, au-delà même du parti bolchevique et les soviets. Le premier soviet de Petrograd en février, il ne vient pas d'en bas. C'est les partis qui le constituent. Dans une réunion où les organisations se réunissent, elles lancent le soviet. Mais les partis ne font que renouer avec une initiative soviétique qui, elle, naît pour le coup spontanément du bas de la révolution russe de 1905. Les soviets, le soviet, c'est pas l'invention de Lénine, c'est pas l'invention du parti bolchevique. Les bolcheviks en 1905, c'était les premiers surpris de ce qui se passait par la forme soviétique. Ils découvraient ce conseil qui gérait par une grève générale et les exploitait, les opprimés, avec besoin de personne, pas de grands penseurs pour s'organiser d'eux-mêmes. Et je voudrais terminer là-dessus, parce que sur ce que ça veut dire aujourd'hui, les réponses toutes faites, je ne les ai pas, mais j'ai peut-être 2-3 idées sur ce qu'il ne faut pas faire. La première, c'est en effet, l'idée que tu as développée, c'est qu'il ne pourra pas y avoir de transformation radicale de notre société ici, dans l'isolement. Donc tous les secteurs du mouvement ouvrier de la gauche actuelle, qui cultivent l'idée que les frontières pourraient nous protéger du bordel et de la mondialisation capitaliste, non seulement créent, à mon avis, un grand espace politique à d'autres courants, mais surtout ne nous prépare pas, d'un point de vue stratégique, à faire face à ce changement-là. Parce que changer la société ici, c'est tout de suite se dire dans l'idée que c'est contagieux et qu'il faut le faire avec d'autres peuples, parce que sinon, notre propre transformation, elle changera. Et du coup, y compris en sens inverse, des tâches de solidarité immédiate, celles qu'on a complètement foirées au moment de la Grèce, celles qu'on fait tellement mal pour la Catalogne aujourd'hui, et on pourrait égrener, et égrener, et égrener encore les Kurdes, j'en passe et des meilleurs. Même si tout est discutable, quand il se passe ce qui se passe actuellement en Catalogne, on peut savoir s'il y a ou pas droit à l'autodétermination, pardon de le dire, mais là pour le coup, quand nous on était présents, un certain nombre de camarades, quand tu vois la police qui rentre, envoyée par la monarchie de Madrid, taper sur tout ce qui bouge dans les bureaux de vote, on aurait eu les mêmes images dans d'autres pays, je sais pas, au Venezuela ou à Cuba par exemple, on aurait eu 10 000 résolutions du Conseil de l'ONU. Et quand je vois la gauche ici qui bégaye, qui sait pas quoi dire, bah ça me fout les boules parce que je sais que derrière ça, c'est toujours les mêmes histoires. Sans parler de certains grands penseurs qui nous expliquent que l'État-nation en Espagne a perdu son sang-froid. Non, elle n'a pas perdu son sang-froid. Elle avait la main sur la matraque, fermement, elle sait pourquoi. Et n'oubliez pas que vu d'ici, si une partie de la jeunesse se soulève en Catalogne, c'est pas pour le séparatisme. Il y a ça dans une partie du mouvement indépendantiste de droite, mais c'est d'abord parce qu'ils luttent, on oublie de le dire, contre la monarchie de Madrid, celle qui est liée au franquisme. Et elle y voit une base de départ possible pour tout l'État espagnol. Dans tous les cas, il y a la solidarité internationaliste. Et je crois que quand on entend ce qui se dit ici ou là sur le protectionnisme, eh ben je dis alerte, ou alors on ne croit pas ce qu'on raconte sur ce qu'on pourra faire sur le changement de société demain. Et le dernier mot sur ce qu'il ne faut pas faire, de ce que je tire de toute cette expérience-là, ou en tous les cas plutôt d'une certaine grille de lecture de cet événement-là, parce qu'on oublie de le dire, mais on relie le parti bolchevique avec le poids du stalinisme là aussi. C'est-à-dire on prête au parti bolchevique ce qu'il n'était pas. Et il y a un truc qui est clair, c'est qu'il faut en finir avec toute forme de paternalisme en politique. Ça, j'y crois. Et si on veut parler d'actualité, alors il faut en finir avec ça. Parce que ça, c'est le point commun de beaucoup de syndicalistes aujourd'hui, de beaucoup de militants de quartier. Quand on aura le bol d'entendre dire les organisations politiques qui viennent les voir en disant « vous étiez des déserts », eh ben on arrive, on va parler en votre nom. Maintenant, dans les quartiers, ça se passe plus comme ça. La mobilisation autour du combat, par exemple, de la famille Adama, c'est des gens qui disent « bah écoutez, arrêtez vos histoires ». Venez pas nous voir en disant on va faire les décodeurs. On n'a pas besoin de décodeurs, on peut parler. On peut parler de nous-mêmes.
Et ça, c'est une portée subversive. Je termine sur ce mot-là, c'est la prise de parole en tant que telle. Elle est subversive parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ces millions de Russes en 1917? C'est qu'ils et elles ont pris la parole. C'est pas simplement les discours de Lénine, les discours de Trotsky, c'est pas simplement l'engueulade entre les rouges et les noirs. C'est autre chose. C'est des millions de personnes qui, dans les soviets, ont pris la parole à la face du monde entier. Et on dit maintenant, on vous dit, c'est nous. On conteste aux politiciens professionnels l'idée qu'on pourrait changer la société nous-mêmes. On la change nous-mêmes. On va là où on ne voulait pas qu'on aille, c'est-à-dire sur la scène politique. Ça, c'est subversif. Et si on veut construire un nouveau mouvement d'émancipation ici, alors il faut tirer cette conclusion-là. C'est-à-dire se débarrasser des intermédiaires, des avocats commis d'office, parler en notre propre nom et cultiver encore ce sentiment-là, parce que ce sentiment-là, c'est le premier acte de résistance, c'est le premier acte d'émancipation. Dans la société dans laquelle on est, aujourd'hui, tenir tête à son patron, à son employeur, à son exploiteur, à son décideur, vous l'appelez comme vous voulez, c'est déjà se faire violence. Et c'est déjà réveiller en soi la base, la part d'émancipation qui sommeille en chacun de nous. Et moi, je le répète souvent, les travaux de Rancière en la matière, je crois qu'ils sont essentiels. Rancière, pour moi, c'était une découverte. Je joue toujours les intellos de service, ça fait marrer certains sur cette question. Mais quand je l'ai lu, ça a été une révélation. Rancière, il part au niveau pédagogique, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais il dit en matière éducative, il s'appuie sur les travaux de Jacotot, et il dit, en termes éducatifs, il ne faut pas partir des inégalités présupposées, il faut partir des égalités présupposées. C'est super troublant parce que nous, le bon sens, c'est de se dire dans les quartiers populaires, chez les prolos, c'est là où il faut donner le plus de moyens parce que c'est là où il y en a le moins. Donc on se dit, il faut partir des inégalités présupposées. Et Rancière, il part des travaux de Jacotot en disant, non, il faut faire l'inverse. Il faut partir de l'idée que même chez les prolétaires, il y a potentiellement des savoirs, des savoir-faire, et le problème, c'est pas d'apprendre, c'est de les révéler. En termes éducatifs, je ne sais pas ce que ça veut dire d'un point de vue militant, ça me parle terriblement. Ça veut dire que concrètement, on a trop vécu, dans beaucoup trop d'organisations, dans l'idée que ce qu'allait pas, c'est que les exploités, les opprimés d'aujourd'hui, ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Les exploités, les opprimés d'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de professeurs rouges, noirs, rose foncé, tout ce que vous voulez, pour leur expliquer pourquoi ils sont dans la merde, ils le savent. Ils n'ont pas besoin de grandes explications, ils le savent. Ils ont besoin de confiance collective. On a besoin de confiance collective. Donc on a besoin de victoire, de discuter de stratégie, de ce qui permet d'aboutir dans les luttes et de regrouper tous ceux et toutes celles qui, par exemple, tout de suite et maintenant, veulent mettre un premier coup d'arrêt à l'appareil d'État, au gouvernement, et aillent au-delà des filiations politiques. Je pense que ce serait la bonne façon de traduire un peu au présent, ce qu'on peut aussi, en effet, je dirais faire du centenaire, parce que nous on n'est pas trop dans la commémoration, donc il y avait un poète cubain qui s'appelait Martí et qui disait qu'en effet le meilleur moyen de dire c'est de faire, donc faisons et démontrons que ces idées révolutionnaires elles sont toujours d'actualité dans la pratique. Voilà, je vous remercie.